Et oui, mes très chers enchanteurs, bienvenue dans l'émission Les Murmures de l'étrange. Et oui, c'est le jingle que vous entendez derrière ma petite voix. Et nous sommes donc en direct pendant 2 heures, entre 21h et 23h, en ce samedi soir, un premier samedi du mois. Comme vous le savez, chaque premier samedi du mois, c'est Les Murmures de l'étrange. Et vous le savez, je ne suis pas toute seule. Et oui, il y a toujours de beaux invités en notre compagnie. Et ce soir, je suis avec Iris Quentin. Coucou Iris. Coucou Alina, merci beaucoup pour ton accueil. Eh ben, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Et ce soir, ça va être du lourd, parce que ce soir, le sujet est quand même un magnifique sujet autour du voyage astral, les sorties hors du corps. Donc ça, ce sujet-là, ça va être en deuxième partie d'émission, parce que bien évidemment, les auditeurs ne te connaissent pas encore, et on aimerait bien savoir un petit peu qui tu es, ma très chère Iris. Oui, alors vaste question. Et oui. Donc, du coup, je m'appelle Iris. Je tiens la chaîne YouTube et le compte Instagram Les Chroniques du Tarot depuis pas très loin de 10 ans maintenant. Je partage en fait sur des sujets donc autour bien sûr des sorties hors du corps, mais autour de la médiumnité, du tarot et surtout de l'Égypte antique, puisque on va dire que ma spécialisation aujourd'hui c'est vraiment l'égyptosophie. Que j'étudie maintenant depuis 8 ans et puis je suis même maintenant devenue guide en Égypte. J'emmène des groupes en fait dans une vision de l'Égypte bien sûr un peu plus ésotérique, un peu plus mystique. Waouh. Oui. Donc voilà à peu près pour me présenter. Et sur ma chaîne YouTube, je fais principalement des guidances en fait, des tirages de cartes guidance. Et depuis peu, j'ai aussi lancé des vlogs. Donc voilà, un dimanche sur 2, qui sont vraiment axés aussi sur. C'est plutôt des vlogs narratifs, donc ils sont axés sur les sujets de la vision de l'Égypte antique à travers vraiment plutôt le quotidien, quoi. Eh bien, c'est magnifique. Alors, mes très chers enchanteurs, pour savoir un peu comment j'ai découvert Iris, je recherchais en fait des praticiens autour de tous différents types de divination qui pouvaient exister. Et Iris se passionne également pour la tasséomancie, si je dis pas de bêtises, c'est bien ça? Tout à fait, c'est ça. Et donc, j'ai découvert ta vidéo. C'est assez rare de voir ce type d'art magique aussi sur la toile. Et je me suis dit, waouh, mais elle dépote. Et donc, de fil en aiguille, j'ai découvert ta chaîne YouTube. J'ai regardé pas mal de tes vidéos, tout ce que tu proposes sur la toile, ton site, etc. Et je me suis dit, non, mais il faut que je contacte Iris. Et la voilà. Alors, en échangeant, elle et moi, pour préparer l'émission, elle m'a dit aussi qu'elle était effectivement une grande passionnée de tout ce qui était voyage astral, rêve lucide, etc. Je me suis dit, mais merveilleux. Parce que c'est quand même des sujets aussi qu'on parle en radio, en tout cas sur Antasia. Et je me suis dit, allez, il faut absolument que je te contacte et qu'on fasse quelque chose ensemble. Ouais, c'est C'était vrai. magnifique. Ouais, mais c'est vrai que alors moi c'est principalement donc le voyage hors du corps Oui. Que j'ai pas du tout choisi. C'est vraiment quelque chose. Je pourrais même dire que j'ai plutôt subi quand j'étais plus jeune, parce que j'en fais depuis que je suis toute petite. Et puis que finalement, au fur et à mesure, j'ai apprivoisé. Et aujourd'hui, ça fait partie vraiment des grands plaisirs de ma vie et aussi des grands enseignements voilà, que je vis. Alors, je ne peux pas dire au quotidien parce que c'est quand même assez cyclique. Il y a des périodes où j'arrive à les provoquer. Et sinon, quand même, la plupart du temps, c'est des sorties assez spontanées, en fait. D'accord. On va décortiquer un petit peu tout ça, tu verras tout au long de cette émission. Ouais. Avant cela, on va faire des gros bisous aux enchanteurs qui sont sur le chat. Donc, on a Sylvain qui est là, il y a Robert et Lysia. Donc, venez nous rejoindre, mes très chers enchanteurs, pour papoter, échanger, poser vos questions à Iris. Et donc, Iris, alors voilà, donc tu m'expliques un petit peu que tu es égyptosophe. Donc, tu t'intéresses à tout ce qui entoure l'Égypte. C'est ça? C'est ça, ouais, tout à fait. Alors bonsoir tout le monde. Donc c'est vrai que je suis très reliée en fait à la tradition égyptienne. C'est pareil, c'est pas quelque chose que j'ai particulièrement choisi, si je puis dire. Ça m'est un petit peu tombé dessus à partir de 2017. Et j'ai eu des expériences un peu particulières puisque j'ai commencé à reconnecter à une vie antérieure en Égypte, en tout cas a priori ce qui semble être une vie que j'ai eue en Égypte. Ça a commencé par des rêves, puis après même des visions, puisqu'il y a eu des choses qui se sont passées vraiment de manière même presque un peu brutale dans la matière.
Et, et puis, ben, en fait, la vie a fait que, en me reconnectant à l'Égypte, ben, j'ai aussi fait des rencontres en lien avec cette tradition ancienne. Et puis, en fait, je me suis mise à étudier. Je me suis dit que c'était quand même peut-être important d'avoir un socle de connaissances aussi pour pas laisser tous les fantasmes en fait qui peuvent nous envahir par rapport à cette culture. Oui. Voilà, donc en fait, je me suis mise vraiment à étudier les mythes, cette culture. Donc, j'ai étudié l'égyptologie, j'ai commencé aussi à étudier les hiéroglyphes, et puis progressivement, voilà, il y a des choses qui sont revenues, des sortes, on pourrait dire des connaissances en fait de cette époque qui sont revenues. Et puis, bah, j'ai commencé en fait à partager sur ce sujet-là et à transmettre aussi des choses. Et puis, bah, voilà, je me suis retrouvée avoir des propositions pour emmener des gens, des groupes en Égypte avec une agence franco-égyptienne avec qui je travaille, qui est une agence éthique et solidaire, parce que je ne me voyais pas non plus travailler avec, tu sais, des agences Oui. mainstream où les gens sont un peu exploités. Et puis, bah, voilà, aujourd'hui, j'emmène donc des groupes pour visiter les temples, mais autrement. Waouh! Donc en fait, tu racontes l'histoire du temple, tout ce qui entoure les mystères hein, de l'Égypte, les pharaons, les croyances peut-être même de l'époque qui continuent de perdurer peut-être encore aujourd'hui, non? Alors en fait, pas forcément sur l'histoire elle-même parce que, alors déjà parce qu'en fait on est obligé, et ce qui est très bien d'ailleurs, il y a toujours un guide égyptien qui est avec nous, qui est francophone et qui lui va vraiment être sur la part historique. Et moi, je vais être vraiment sur la part, on pourrait dire, vraiment plus ésotérique, mais vraiment dans le véritable sens du terme, c'est-à-dire de tout ce qui est caché, des Mmh. mystères voilà, Oui. dans la pierre, à travers les images des temples, à travers leur vision aussi de l'humain, du monde. Et c'est vraiment à ce niveau-là que je vais transmettre des choses. Et puis, en général, on part sur un thème pour le voyage, et puis après, on va vraiment développer ce thème en fonction des temples qu'on va visiter. Donc moi, ça va être quand même pas mal axé sur tout ce qui est rite funéraire, les croyances entre guillemets, en tout cas l'expérience des Égyptiens en ce qui concerne eh bien, les autres plans, justement les plans subtils. Waouh! Euh, et puis aussi l'humain en lui-même, l'inconscient, ça va être beaucoup lié en fait à ce qu'aujourd'hui on appelle la psychanalyse, Mmh. puisque les Égyptiens étaient un peu les premiers psychanalystes de l'histoire. Et puis apporter vraiment aussi une vision du mythe qui va vraiment parler d'un point de vue plus universel, quoi, à chaque personne. Et tu sais que ça a l'air vraiment passionnant et ça dure combien de temps ces voyages généralement? Alors en général, ça dure entre une semaine et 10 jours, Waouh! selon les thèmes qu'on va faire. Mmh. Et oui, c'est passionnant. Et puis en plus de ça, à chaque voyage, il se passe vraiment des choses assez magiques. Donc c'est vraiment génial. Et puis j'ai eu la chance en plus sur un des voyages d'accompagner une femme qui était en fin de vie, qui avait une maladie très rare, et donc c'était son dernier voyage avec sa famille aussi, et c'était vraiment magnifique et ça prenait vraiment beaucoup de sens d'être en Égypte, bah voilà, avec une personne qui était en train de traverser cette expérience en fait du passage de la vie à l'après-vie. Bon, elle était encore avec nous sur le plan terrestre, mais elle se préparait aussi intérieurement, et je pense qu'il n'y avait pas meilleure préparation que d'être sur cette terre, quoi. Waouh, ouais. Alors ça Ouais. doit effectivement chambouler en tant que guide. Puis même tu es comme dans le côté spiritualisme, pardon. Donc c'est vrai que Mm. ça doit quand même chambouler de faire des rencontres comme ça, où Ouais. justement tout se transcende en fait lors de ce voyage, quoi. Ouais, exactement. Ouais. C'était vraiment très, très fort. En tout cas, ce que je trouve vraiment magnifique dans ta manière d'aborder les choses, c'est qu'effectivement, on sent que tu es quand même passionné et emporté par l'univers de l'Égypte, hein. Ça se ressent partout dans ta manière d'être, de montrer aussi les choses, que ce soit sur ton site, ta chaîne YouTube, etc. On sent que tu es habité par toute l'ambiance égyptienne. Est-ce que tu Mm. as, par exemple, des souvenirs, des premières connexions qui t'ont laissé percevoir qu'effectivement cet univers, cette ambiance te parlait plus qu'une autre, par exemple par rapport à une tradition diverse comme nordique ou autre. Mm. Ouais, ouais, bah ouais, ouais, en fait, ça a commencé par des rêves. Donc, en fait, je crois que ça devait être en 2017. J'ai commencé à faire des rêves où j'étais, du coup, en Égypte antique, donc dans des temples. Et puis, il y avait
j'entendais en fait une voix qui me parlait, qui était désincarnée. Je voyais pas qui me parlait particulièrement, mais il y avait quelqu'un qui me parlait. Et donc j'étais en Égypte. Et puis après, il y a eu, en tout cas, vraiment une anecdote que je raconte de temps en temps parce que ça a été vraiment très fort. Un jour, j'étais sur le parking de Super U, j'allais faire mes courses. Alors vraiment le truc ultra pragmatique, donc je vais faire mes courses, je suis dans mon truc. Je suis sur le parking, c'est à peu près à cette période-là, là, au mois de octobre, novembre, où il commence à faire nuit un peu plus tôt. Il faisait très beau, donc il y avait un coucher de soleil avec un ciel un petit peu rosé. Et en fait, il y a 3 canards sauvages qui sont passés au-dessus de ma tête. Et j'adore les oiseaux, donc je lève la tête, je regarde ces canards sauvages. Et en fait, en un instant, mon corps physique était donc sur le parking de Super U, mais par contre, ma conscience a été projetée en Égypte. Et donc, je me suis retrouvée en fait dans un marais derrière un temple en Égypte. Et c'était comme ce que je vois là, c'est-à-dire que c'était vraiment très, très réel, très concret. Et donc, ça m'a beaucoup perturbée parce que j'étais quand même le corps qui était sur le parking de Super U et je ne sais même pas combien de temps ça a duré en fait. Et puis j'ai eu cette vision de ce temple. Et donc, effectivement, dans ce que j'ai vu, il y avait des canards sauvages à cet endroit-là. Et puis après, je suis revenue à moi. Et ça a été assez perturbant parce qu'au départ, tu te dis, il y a un truc qui cloche chez moi, quoi, qu'est-ce qui se passe? Et puis, en fait, ça a été vraiment les prémices donc, des remontées de mémoire d'une vie en Égypte. Alors, a priori, j'en ai pas eu qu'une, mais en tout cas, il y en a une qui est plus prégnante que d'autres. Et puis, progressivement, on va dire qu'au fil des années, donc ça a duré quand même plusieurs années, j'ai commencé à recoller un petit peu les morceaux d'une sorte de puzzle. Et puis après, il y a eu des rencontres. J'ai fait une grande rencontre qui a été vraiment assez déterminante puisque j'ai rencontré un monsieur extraordinaire qui est psychanalyste jungien et égyptologue, avec qui, à l'époque, en fait, je vais commencer un parcours en psychanalyse avec ce monsieur qui va être très, très teinté par la tradition égyptienne, forcément, et qui va vraiment, on va dire, acter ce lien très fort que j'ai avec cette culture. Waouh! Alors, moi, la question que je me pose quand même, c'est que donc, donc cet univers de l'Égypte, l'histoire, etc., qu'est-ce qui a pu te chambouler le plus quand tu as découvert l'histoire, les traditions autour de l'Égypte et de toute cette ambiance, en fait, cette atmosphère? Qu'est-ce qui t'a chamboulé Alors, en le plus? fait, je crois que ce qui m'a vraiment chamboulée, on pourrait dire, c'est de me rendre compte à quel point j'étais marquée justement par ce mode de pensée depuis que j'étais enfant, alors que sans m'en rendre compte, vraiment en n'en ayant absolument pas conscience. Et ça m'a permis aussi de mieux comprendre les difficultés que j'ai pu avoir enfant d'un point de vue, on va dire, social, scolaire, parce que en fait, j'étais pas du tout câblée avec un mode de pensée, on va dire, traditionnel, occidental. Mais en fait, je pense comme beaucoup de personnes. Hein, je sais que je suis pas du tout la seule, mais ça m'a vraiment permis de comprendre pourquoi est-ce que j'avais tant été en décalage en fait pendant toute mon enfance, pendant mon adolescence, et que je me sentais pas du tout à ma place en fait dans ce monde. Et du coup, ça m'a aussi aidée, paradoxalement, à me réconcilier avec la culture, ma culture actuelle d'occidentale, voilà, au 21e siècle. Donc, je pense que c'est ça qui m'a vraiment le plus marquée au fur et à mesure que j'étudiais. On a déjà des questions pour toi sur le chat, c'est pour te dire à quel point c'est passionnant. D'ailleurs, au passage, on fait gros bisous à Phoenix qui est arrivé tout à l'heure. On a aussi Mima qui est passé faire un coucou, donc n'hésitez pas les enchanteurs à venir sur le chat. Donc on a Robert, Robert qui apprécie beaucoup toutes les ambiances et les univers de notre radio et notamment tout ce qui est aussi en relation avec l'Égypte. Il nous dit, il y a un grand mystère dans l'ésotérisme égyptien, c'est le fameux livre de Thoth. On sait qu'il a existé car il y a des textes qui y font référence, mais il ne nous est pas parvenu. Tu as des retours là-dessus, toi, par rapport à toi? Tu l'as décortiqué? Alors oui, enfin, j'ai pas décortiqué le livre de Thoth. Je pense qu'en fait, c'est pas un livre au sens qu'on l'entend nous. C'est-à-dire que c'est un enseignement
mais qui n'a pas été, je pense pas que ce soit quelque chose qui a été particulièrement rédigé, même s'il y a eu, bien entendu dans les écoles des mystères des prêtres et des prêtresses qui ont dû rédiger des manuscrits, des papyrus avec certains enseignements qui ont pu être consignés. Mais je pense que pour beaucoup de grands mystères, en fait, c'est un livre désincarné, on va dire. On pourrait dire un peu que c'est comme une... alors, c'est comme un livre désincarné, en fait, d'une connaissance particulière sur en fait, comment fonctionne l'univers, donc le fonctionnement de l'univers au niveau vibratoire. Je pense qu'il y a une grande partie qu'on va retrouver dans le Kybalion aujourd'hui, de ces grandes lois universelles qui régissent notre monde, en tout cas le plan dans lequel nous on vit, ce plan physique. Mais je pense que c'est plutôt un livre désincarné. D'accord, waouh. Voilà. Et je pense que certaines personnes doivent pouvoir se connecter à ce livre. Je pense à des personnes comme par exemple Philippe Guillemont, donc qui est un je crois qu'à l'origine, non, c'est pas astrophysicien, mais quelque chose comme ça, et qui a une théorie sur le temps qui va être quand même pas mal en lien justement avec le Kybalion. Voilà, je pense à des personnes comme ça qui certainement se connectent en fait à cet égrégore de connaissances en fait, ce réservoir en fait de connaissances invisibles et qui voilà, il y a des gens qui arrivent à un moment donné de l'histoire et qui vont venir piocher et amener en fait ces connaissances dans la matière. J'imagine pour l'évolution aussi collective, quoi. Parallèlement à ça, tu t'intéresses à la divination et notamment au tarot. Tu es une grande fan de tarot, de ce que je peux comprendre. Oui. Et comment ça arrive justement dans ta vie, le tarot, la tasséomancie, tout ça? Alors, le tarot, c'est une grande histoire puisque, en fait, moi, ma maman tirait les cartes. Donc, je vis avec le tarot. J'ai toujours connu le tarot depuis que je suis toute petite. Ma mère tirait les cartes, mais vraiment dans une vision assez psychologique, un peu à la Jodorowsky. Donc, je voyais toujours, il y avait toujours un tarot sur la table du salon. Et puis, ma mère, elle le rangeait dans une boîte avec des chats dessinés dessus. Et j'étais complètement obsédée par les cartes du tarot que je n'avais pas le droit de toucher à l'époque. Parce que je pense qu'il y avait aussi tout un truc, tout un mythe autour des cartes, il faut pas trop, un tarot, il faut pas trop laisser aux enfants, ça peut être dangereux, etc. Donc je pense qu'il y avait un petit peu ce truc-là, qu'elle disait pas vraiment, mais en tout cas, je n'avais pas le droit d'y toucher. Donc je pense que ça a créé justement cet intérêt pour ces images. Un certain mystère, non? Un certain mystère, oui. C'est ça. Et quand j'ai eu 17 ans, j'ai eu mon premier tarot. Et donc, ça a été le début d'une grande histoire, puisque après, ça m'a jamais quittée. Donc, en fait, au départ, j'ai pas vraiment étudié le tarot, c'est-à-dire que je l'utilisais de manière hyper intuitive. Alors, c'est pareil, la médiumnité fait aussi partie de la famille. Il y a vraiment une ouverture là-dessus parce que ma mère, a aussi une médiumnité. Ma mère a déjà fait des sorties de corps, elle a fait des expériences assez fortes aussi. Donc, il y a vraiment un truc, j'ai l'impression, qui se transmet dans notre famille. Et puis, en fait, à force d'utiliser les cartes, à force de voir les images, je pense que petit à petit, il y a des connaissances qui se sont transmises. Et je pense que, de toute manière, l'Égypte, le tarot, tout était lié parce que l'enseignement spirituel, initiatique qui est contenu dans les arcanes du tarot de Marseille, c'est le même enseignement qu'on va retrouver dans toutes les grandes traditions spirituelles, notamment la tradition égyptienne. Donc, en fait, l'Égypte était déjà là, mais sous un autre aspect, quoi. Ce serait l'occasion, hein, pourquoi pas, proposition pour le futur avec toi, Iris, justement de parler de la tradition égyptienne. On n'a encore jamais fait d'émission vraiment autour de ce sujet et ça a l'air passionnant. Donc, il y a tellement de choses à dire aussi. Ah oui, avec grand plaisir. Alors là, avec grand plaisir. Donc, ce n'est que le début. Hein. Je peux vous dire, les enchanteurs, avec Iris, ça promet du bouillon. Voilà, c'est ça. Donc, l'Égypte, le tarot, la tasséomancie, comment ça se passe aussi avec tout ça? Donc, tu développes des appétences, ta médiumnité? Oui, en fait, donc la médiumnité, en fait, je pense que tout est un peu, comme ça peut paraître un peu brouillon, plein de trucs différents, mais je pense que vraiment tout est relié.
la médiumnité, bon, bien sûr le tarot et la tasséomancie, il y a vraiment un lien commun pour moi, c'est qu'il y a une connexion en fait avec l'inconscient individuel et l'inconscient collectif. Et moi, j'ai vraiment, on va dire, aujourd'hui une culture jungienne de Carl Gustav Jung, donc, qui a été un grand psychanalyste. Et du coup, je me suis formée aussi petit à petit à la psychanalyse sur la voie des rêves, etc. Et puis, en fait, j'ai commencé à utiliser le marc de café, les feuilles de thé, simplement parce que moi, je consomme beaucoup de thé. J'adore le thé, je bois énormément de thé. Et je me suis aperçue que dans mes tasses de thé, les feuilles qui restaient au fond, il y avait des symboles qui apparaissaient que je voyais et qui faisaient écho en fait à des choses que je portais en moi. Donc, soit des questionnements. Alors, j'ai quand même pas mal de connaissances sur les symboles, notamment par rapport à l'Égypte. Et donc, je voyais parfois apparaître, je sais pas, au fond de la tasse, Horus ou certains symboles, parfois même comme des hiéroglyphes qui se dessinaient dans la tasse. Et je me disais, mais c'est dingue, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose entre les feuilles de thé et mon inconscient qui s'exprime. Et donc, progressivement, en fait, j'ai commencé à utiliser les tasses comme un moyen de projection, en fait, des contenus de l'inconscient. Donc, c'est pas du tout une manière, on va dire, consensuelle, conformiste du marc de café, des feuilles de thé, comme ça a pu être, comme ça a été pratiqué pendant très longtemps. Moi, je l'utilise vraiment comme un support de projection de l'inconscient, au même titre que les arcanes du tarot. Et c'est vrai que c'est assez troublant parce que quand je les utilise, notamment dans les guidances sur YouTube, donc à travers les vidéos que je fais, les gens peuvent aussi eux-mêmes projeter des choses dans la tasse et ils voient des symboles que moi je vois pas forcément et qui à chaque fois en fait leur parlent vraiment. Pour eux c'est souvent une révélation de ah oui j'ai vu ça mais en fait je l'ai rêvé aussi et il y a un lien en fait qui se crée comme ça qui est vraiment très intéressant. Et effectivement, j'ai vu tes vidéos de guidance et je trouve ça dingue. Tu allies la lecture dans ces tasses de thé. Et effectivement, tu perçois des choses. Et nous, de l'autre côté, derrière notre écran d'ordinateur ou de téléphone, on perçoit plein d'autres trucs aussi. Et ça fait un énorme complément tout à fait par rapport à la guidance que tu proposes. Et ça, je trouve ça fou, en fait. Et moi, la question que je me posais effectivement par rapport à tout ça, c'est que pour pouvoir permettre de comprendre, de lire, d'analyser tout ça, il faut quand même avoir ouvert une certaine médiumnité. Il faut s'intéresser aussi au visuel, c'est-à-dire savoir entrer dans les symboles, dans toutes les formes que l'on voit autour de soi, mais aussi à travers cette tasse ou à travers les cartes. Comment ça s'est développé pour toi, tout ça ? Je pense que ça s'est développé déjà parce que j'avais une forte sensibilité aux images depuis toujours. C'est-à-dire que le travail avec le tarot déjà développe cette sensibilité à l'image, forcément, puisque les cartes sont faites d'images, de formes, de symboles, de couleurs, etc. Et en fait, dans la tasse, c'est exactement la même chose. Donc, quand on a une sensibilité à l'image avec, on pourrait dire une bonne imagination dans le sens vraiment imaginal, on arrive effectivement à percevoir des petits détails qui peuvent paraître complètement anodins et d'autres personnes passeraient à côté. Mais moi, je vois des fois des choses qui se mettent un petit peu en relief, des fois qui se mettent même en mouvement dans la tasse. Voilà. Des fois, c'est fou, ça se met en mouvement. Dès que tu vois la forme, c'est fou. Tu vois comme une sorte de scénette, en fait. C'est très, très bizarre. Ouais, c'est ça. Des fois, c'est presque même en 3D. Enfin, il y a une sorte de relief qui se fait et puis, il se passe quelque chose. Alors après, ça peut créer aussi des images dans ma tête qui prennent vie. Et puis, en fait, simplement, je dis ce que je ressens, je dis ce que je perçois à ce moment-là. Et puis, pour plein de gens, ça fait écho à quelque chose. Donc, c'est merveilleux, donc, voilà. quoi. Il y a une reliance. C'est vraiment magique, ouais. Alors, on a Phoenix qui te suit sur ta chaîne YouTube. Ah, et oui, donc il est parmi nous sur le chat. Il a une question à te poser vraiment magnifique. Donc, voilà ce qu'il dit, notre très cher Phoenix. Il nous dit « Bonsoir Iris, je vous suis sur votre chaîne YouTube. Merci de m'avoir fait connaître Radio Antasia. » Donc, 2 questions.
On dit que sous le Sphinx, il y aurait un certain savoir. Et depuis quelques décennies, eh bien, le ministère de la Culture égyptien refuse les fouilles dans ce périmètre. Avez-vous un avis sur ce sujet? Et deuxième question, quand reprendrez-vous le rituel d'ouverture de la bouche en région parisienne? Ah ouais. Ouais. Alors, merci Rituel de la bouche, pour alors vos là, je questions. découvre, hein, c'est quoi donc? Oui, le rituel, ouais, le rituel d'ouverture de la bouche, c'est un rituel que je propose en fait lors d'ateliers. En fait, on fait, voilà, ça s'appelle le rituel initiatique d'ouverture de la bouche. C'est un peu comme un rite de passage dans lequel je vais mettre la personne un peu dans la posture de la momie. Et il y a voilà, tout un rituel autour de ça. Et on va faire une ouverture de bouche qui va permettre une forme de mort symbolique et de renaissance. Et ça va permettre de libérer en fait certaines choses au niveau de la voix VOIX, de la voix VOIE aussi, de retrouver sa voix, retrouver son chemin personnel. Et puis même parfois des mémoires. D'ailleurs, j'ai une femme que j'ai là en ce moment en accompagnement qui, suite à ce rituel, est en train de vivre une initiation assez incroyable dans l'invisible. Donc ça, c'est ce rituel que je transmets. Donc j'en ai fait cette année. Là, je ne sais pas encore quand est-ce que je vais en reproposer parce que j'ai pas mal de projets, notamment éditoriaux. Mais j'espère en 2026 pour pouvoir remonter sur Paris pour le proposer à nouveau. Et en ce qui concerne le Sphinx, alors moi, tout ce qui va être autour des pyramides, c'est pas forcément mon créneau. Mais je pense que déjà, l'Égypte actuelle, c'est quand même une Égypte qui est aussi liée à une culture, à une religion, et que peut-être que pour eux, il leur faut un petit peu plus de temps aussi pour accepter des choses justement un peu plus mystiques par rapport à l'Égypte. Et je pense que c'est pour ça aussi que parfois il y a quelques freins qui sont mis. Après, je pense qu'il y a aussi des questions de moyens financiers parce que ils vont avoir des subventions pour d'autres fouilles en fait. Donc c'est très complexe. La manière dont ça se passe, l'archéologie en Égypte, c'est vraiment très complexe. Donc je ne sais pas. A priori, effectivement, il y aurait bien quelque chose sous le Sphinx, mais voilà, je peux pas vraiment en dire plus. D'accord. Déjà, moi, je découvre. Alors, c'est vrai que je connais très peu hein, l'univers de l'Égypte, donc j'apprends aussi plein de choses en découvrant les questions des auditeurs. Donc, c'est assez intéressant. Puis, il va avoir tes réponses aussi, c'est vraiment top. Alors, on a Lysia, on fait plein de bisous à Lysia, qui nous dit, on parle de l'Égypte, et ça me fait penser à un truc qui m'est arrivé le mois dernier. J'étais en train de fouiller tranquillement mon cappuccino, de touiller, pardon. Et puis, je ne sais plus pour quelle raison, je m'arrête. Et quand j'ai regardé ma tasse, la forme de la mousse m'a fait penser à un œil d'Osiris. Ah, c'est pas mal. Donc, tu vois, Ah, l'œil d'Horus, ouais. Oui, oui, bah voilà, ça par exemple, typiquement, on peut le voir effectivement comme une projection de l'inconscient. Et oui, ça ne veut pas dire du coup que c'est quelque chose du domaine de l'imagination, parce que l'inconscient personnel est relié à un inconscient collectif. Donc, il faut savoir que l'Égypte reste quand même au fondement de notre psyché pour nous en tant qu'Occidentaux, étant donné que des cultes égyptiens ont été ramenés par les Grecs et les Romains jusqu'en France. Donc on a quand même ce terreau qui est présent en nous, dans notre inconscient collectif. Et puis, l'œil d'Horus, s'il apparaît, c'est que certainement il y a quelque chose aussi de l'ordre de peut-être des prises de conscience au moment où tu touilles dans ta tasse et où tu vois cet œil d'Horus. Ça peut être justement parce que tu es dans une période où tu commences à voir les choses sous un autre aspect. Peut-être aussi, l'œil d'Horus, c'est l'œil de la conscience. C'est l'œil qui voit, c'est l'œil unique en fait. C'est l'œil qui voit au-delà du voile. Dans le mythe, Horus se fait donc arracher, dans le mythe original, il se fait arracher les deux yeux par Seth, par son oncle Seth. Pendant une bataille, et donc le dieu Thoth va remplacer les yeux d'Horus, donc il devient aveugle. Il va remplacer les yeux d'Horus par cet œil unique. Symboliquement, en fait, ça symbolise le moment où ce n'est plus la conscience de veille, c'est-à-dire le mental qui perçoit,
mais c'est l'œil de la conscience unique, en fait. C'est l'œil du divin, on pourrait dire, en nous qui perçoit quelque chose de l'autre côté du voile. On pourrait dire que c'est le regard et l'œil de l'initié à ce moment-là. Donc ça peut être parce que tu es dans un changement de conscience, peut-être parce qu'il y a des choses qui bougent aussi dans ta vie, que tu te perçois peut-être aussi autrement. Et c'est peut-être pour ça qu'il est apparu à ce moment-là. Waouh. Bah voilà, tu as ta réponse, hein. La vision, hein, Lysia. C'est super. Ça n'arrête pas d'écrire sur le chat, c'est merveilleux. Alors, donc, bien évidemment, là, on est en première partie d'émission, Les Enchanteurs. On parle surtout du parcours d'Iris, notre invitée. Et en deuxième partie, on parlera beaucoup plus du thème, hein, de ce soir, qui est bien sûr le voyage astral. D'ailleurs, on peut commencer à en parler, si tu le souhaites, Iris. Ah oui, oui. Au niveau de tes expériences. Comment tout a commencé pour toi ? Alors, je peux même pas te dire comment tout a commencé parce que les souvenirs de sortie de corps que j'ai, elles remontent vraiment à la petite enfance. Oui. Donc, c'était quelque chose qui était plutôt naturel d'ailleurs parce que je me posais pas trop la question de savoir ce que c'était normal, est-ce que c'était pas normal, est-ce que d'autres personnes le vivaient ou pas. Pour moi, c'était juste, voilà, c'était là, je vivais ça et c'était super. Je m'envolais par la fenêtre de ma chambre et je volais au-dessus de ma ville. Donc, j'ai grandi en région parisienne. Et puis progressivement, les expériences ont changé. Il y en a eu beaucoup moins au moment de l'adolescence. Et puis, j'ai eu une expérience qui a été un peu, je ne pourrais pas dire traumatisante, mais qui m'a fait quand même bien peur à l'âge de 15 ans. J'étais chez ma sœur, voilà, on avait été faire un peu la fête. Et puis, on dormait ensemble. Et au petit matin, je me suis réveillée dans un état vibratoire, donc état qu'aujourd'hui je connais très bien. Et donc, j'étais dans une paralysie du sommeil. Et à l'époque, je n'avais pas conscience que c'était vraiment les prémices en fait de la sortie hors du corps. Parce que quand j'étais petite, quand je sortais de mon corps, je n'avais pas forcément de souvenir en fait d'avoir cet état vibratoire. Je le choisissais pas, c'était spontané, ça se faisait. Et puis juste, je profitais de l'expérience. Et donc là, je suis dans cet état vibratoire, je suis paralysée et puis j'ai une sorte d'attaque en fait. Très désagréable où j'ai l'impression en fait que quelqu'un est là et me serre au niveau du cou, je suffoque et donc ça m'a fait extrêmement peur et je pense que je me suis un peu bloquée après ça pendant pas mal de temps. J'ai refait des expériences voilà par-ci par-là pendant les années qui ont suivi et en fait c'est à 34 ans en 2016 où tout est revenu en force. Et donc, je me suis remise à faire des sorties de corps, mais vraiment très régulières, très intenses. Et j'ai commencé sur YouTube. À l'époque, j'avais partagé un petit peu, j'avais fait quelques vidéos sur le sujet. Et puis après, c'est vrai que j'ai commencé un peu à faire des recherches, parce que je voulais en fait rencontrer des personnes qui vivaient ça aussi. Parce que c'est vrai que j'avais personne en fait avec qui partager ce que je vivais. Les rencontres que je pouvais faire du coup la nuit sur d'autres plans, c'est vrai que on va pas parler de ça à n'importe qui, quoi, parce que on peut vite passer pour des gens complètement perchés et tout. Et puis en fait, j'ai commencé à essayer d'apprivoiser en fait ces états, notamment l'état vibratoire. Essayer de comprendre aussi pourquoi est-ce qu'à certains moments, il y avait par exemple ces sortes d'attaques entre guillemets. J'essayais un peu de comprendre en fait simplement ce que je vivais, comme toutes les personnes d'ailleurs qui font ce genre d'expérience. Et puis ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps. Au début, des fois on a des certitudes et puis après toutes les certitudes s'effondrent. Donc et c'est aussi ce qui est bien, c'est de pas rester sur les certitudes. Et puis après, en fait, la vision que j'avais au départ des sorties de corps a beaucoup évolué et aujourd'hui est quand même très différente de celle que j'avais au départ. Mais voilà, ça s'est fait de manière quand même progressive et parfois à travers des expériences qui n'étaient pas très agréables. Alors, est-ce que ça t'est déjà arrivé, justement, en sortant comme ça de ton corps instinctivement, comme tu dis, c'est pas contrôlé au départ, on n'arrive pas à maîtriser. Quand tu sortais de ton corps, est-ce que tu te retrouvais quand même dans des lieux, tu ressentais le vent, enfin, tu vois, est-ce que tu voyais, tu sentais, tu avais la vision du bruit, du goût, enfin, comment ça se passait concrètement, physiquement, quand tout ça se mettait en place?
Alors, ça a été, alors les sorties de corps que je fais aujourd'hui sont très différentes de celles que je faisais à l'époque. Par contre, il y a il y a une forme de matière en fait, hein. On peut toucher des choses. C'est, on est quand même sur un plan qui est fait d'une autre matière, mais voilà, où il y a quand même, il peut y avoir effectivement des ressentis. Alors, moi, pas forcément ni le goût ou le vent, mais par contre, il peut y avoir des odeurs. D'ailleurs, dans mon corps physique, j'ai ce qu'on appelle des phantosmies, c'est-à-dire que j'ai parfois des odeurs voilà, qui arrivent et qui, je sais pas, par exemple, un bonbon à la menthe ou l'odeur du tabac à pipe, vous voyez, tu vois, des odeurs comme ça qui viennent. Et donc, dans les sorties de corps, ça peut arriver d'avoir des odeurs. Ça peut arriver d'avoir des musiques aussi, notamment au moment où la sortie de corps est en train de se faire. Donc, on peut y avoir des bruits très particuliers qui sont très difficiles à décrire. Alors, il y en a un que je peux décrire, c'est parfois j'ai l'impression qu'il y a on tape en fait sur des tuyaux, voilà, comme si on tapait sur une tuyauterie. J'ai des bruits d'accélération très 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 forts pendant la montée vibratoire, qui des fois peuvent être même désagréables, presque, c'est pas vraiment douloureux, mais pas agréable. Et puis, bah voilà, le toucher qui peut être vraiment intense, on va dire. Comme si on pouvait entrer parfois en communion avec une forme de matière. Et comment tu as développé justement cet art de sortir de ton corps, de faire des rêves lucides, etc. C'est passé au Alors, fil du temps? alors en fait, alors moi je fais les rêves lucides, j'en fais un petit peu, mais Oui. c'est surtout les sorties de corps c'est vraiment ce que je fais le plus. Donc le rêve lucide, je peux pas dire, je suis pas du tout une spécialiste parce que c'est pas le truc que je vais faire vraiment le plus souvent. Ça arrive de temps en temps, mais voilà, ça m'arrive aussi de passer d'un rêve lucide à une sortie de corps ou des choses un peu comme ça. Mais par contre, la sortie de corps, ben simplement, j'ai j'avais trouvé à l'époque un vieux manuel, je ne sais même plus où, je ne sais même plus comment, avec des techniques. En fait, quelqu'un parlait de certaines techniques pour sortir de son corps. Donc, je me suis dit, bah, tiens, je vais essayer ça. Et alors, ça a été radical. C'est-à-dire qu'il y a eu une technique que j'ai testée qui a très, très bien marché pendant longtemps, qui maintenant marche quand même moins bien, mais à l'époque, qui marchait très, très bien. Donc, en fait, je me suis mise à faire ça toutes les nuits. Alors, il y a eu des moments carrément où je mettais un réveil dans la nuit pour pouvoir me réveiller vers 4h, 5h du matin. Donc, je me levais, j'allais aux toilettes, je me recouchais, je me mettais sur le dos et je commençais à faire mes exercices pour faire des sorties de corps et pour provoquer du coup cet état vibratoire. Donc en fait, je me suis entraînée. Vraiment, ça a été vraiment un entraînement, quoi. Donc tu as créé une sorte de rituel méthodique Ouais, pour pouvoir ouais, apprendre à sortir de ton corps. ouais, complètement, ouais. Waouh. Ouais, ouais, exactement ça. Un rituel spécifique, par exemple, je sais pas, relié au bien-être, de la méditation, peut-être un peu d'ASMR ou rien de tout ça. Non, en fait, alors c'est, je pense, une forme de méditation profonde. En fait, pour, en tout cas pour moi aujourd'hui, hein, comment ça fonctionne, pour que je puisse sortir de mon corps, il faut que je sois dans un mon corps est dans un état de stase totale, donc il bouge absolument pas, et mon corps s'endort, mais ma conscience reste éveillée. Hmm. Donc ça demande une grande concentration. Donc après, je médite, donc ça aide aussi parce que quand on fait de la méditation régulière, on arrive à entrer dans des formes d'état de conscience modifiés facilement, tout en gardant vraiment sa conscience totalement éveillée. Et moi, ce que je fais, en fait, c'est une sorte d'exercice énergétique. Je fais bouger en fait la matière énergétique dans mon corps, du haut de mon crâne jusqu'à mes pieds. Je la fais remonter et j'accélère le mouvement de plus en plus vite et de plus en plus fort. Et en fait, ce mouvement énergétique intérieur, au bout d'un moment, va créer l'état vibratoire. Donc, mon corps se met à vibrer très, 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 très fort. Donc, c'est une vibration énergétique, hein. Alors, je sais qu'il y a William Buhlman, donc, qui est un Américain, qui a écrit des livres sur la sortie de corps. Lui, c'est vraiment une grosse, grosse pointure de la sortie de corps. Il a beaucoup. Enfin, il expérimente, je ne sais pas, ça doit faire peut-être 50 ans maintenant, 40 ou 50 ans, qui explique que ce serait un peu comme comme des montées de Kundalini, un peu en fait, Hmm. ou des ouvertures de chakras progressives
et qui déverrouille, on pourrait dire, ce corps éthérique. Alors après, moi, au fil du temps aussi, et par rapport à ce que j'étudiais, par rapport à la tradition égyptienne, j'ai fait des liens en fait entre la sortie de corps et justement la tradition égyptienne, et ça m'a permis aussi d'avoir une autre vision aujourd'hui de ça. Donc pour moi, quand on sort de notre corps, c'est ce que les Égyptiens appelaient le corps kaïbite, qui est l'ombre. Voilà, Jung appellerait ça l'ombre, hein, donc c'est un peu comme un archétype intérieur, hein, une sorte de corps énergétique. Et ce corps kaïbite, en fait, va sortir du corps et va utiliser un autre corps que les Égyptiens appelaient le Ba, donc qui est symbolisé par un oiseau avec une tête humaine, et qui va utiliser cet autre corps pour pouvoir se mouvoir et voyager sur d'autres plans. Ce qui fait aussi que quand on sort de notre corps, il y a une partie de il y a une partie de nous-mêmes en fait qu'on laisse dans le corps physique. Donc les intérêts qu'on peut avoir dans le corps physique, dans le quotidien, ne vont plus du tout être les mêmes au moment où on va sortir de notre corps. Alors je m'explique, c'est-à-dire que par exemple, si votre kiff, c'est de vous dire je vais aller regarder Leonardo DiCaprio prendre sa douche à poil sous sa douche. Quand vous êtes dans votre corps, vous dites ah ouais, je vais faire ça. Et bien en fait, une fois que vous êtes sorti de votre corps, vous n'en avez plus rien à faire de DiCaprio et tout ça. En fait, les intérêts changent complètement, et ça va être vraiment des intérêts qui vont vraiment nourrir la conscience en fait. En gros, les intérêts de la matière ne se cheminent pas dans cet autre monde, parce que c'est déjà tellement extraordinaire de faire ça. Ouais, exactement. Et d'en avoir conscience aussi, surtout. Oui, c'est ça. Alors, il y a j'en profite pour parler de lui parce qu'il y a un YouTuber voilà, que j'aime beaucoup qui s'appelle Borvo, que je connais, on s'est rencontrés, qui a une chaîne YouTube, hein, d'ailleurs, c'est Borvo. Il est voyageur hors du corps lui-même. Et j'aime bien, en fait, lui, il parle de la sortie de corps un petit peu comme une forme d'initiation aussi au passage, en fait, de la vie à la mort. Et donc, je sais même plus, il y avait un truc que je voulais dire par rapport à Borvo, mais je sais plus ce que c'est. Mais en tout cas, voilà, il dit que la sortie hors du corps est une forme d'initiation et que le moment en fait où il y a cette bascule qui se fait va créer en fait l'initiation, voilà, le changement de conscience. Ah, c'est marrant que tu parles justement de cette reliance avec vie et mort, ce passage avec justement Borvo qui en parle aussi, parce que effectivement on a un peu la sensation que on passe donc de la vie à la mort pendant ces laps de temps. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que tu t'intéresses à l'Égypte et qui est aussi une initiation autour de tout ça. Oui, bien sûr, ouais. Et de toute façon, c'est en lien. Oui. Moi, je pense. Alors après, je ne peux pas être catégorique là-dessus, mais je pense que cette faculté, elle doit être héritée justement de cette ancienne vie, et que effectivement, c'est la première fois en fait et je m'en rappellerai toujours, la première fois qu'on décide vraiment, qu'on arrive à sortir de notre corps par nous-mêmes et qu'on accepte en fait ce passage qui fait très peur au départ, parce que moi avant ça, les sorties de corps elles étaient spontanées, donc j'avais même pas à me poser la question j'y vais pas, ça se faisait. Mais le jour où j'étais vraiment dans cet état vibratoire et où je me suis dit allez ça y est, j'y vais en conscience, j'accepte de quitter mon corps, là, de laisser mon corps pour un temps et pour aller faire cette expérience, c'est effectivement une initiation de passage. Parce qu'il y a quand même toujours le doute qui subsiste. Est-ce que je vais revenir voilà. Mais en fait, on revient toujours. Le plus difficile, c'est de rester à l'extérieur du corps. C'est plus difficile que de revenir. Alors moi, j'ai une question. Symboliquement parlant, quand tu te retrouves à sortir donc, de ce corps, donc tu vas te retrouver dans des lieux, il va se passer des choses, est-ce que tu retranscris effectivement tout ce que tu perçois, tout ce que tu vois, tout ce que tu ressens dans un carnet ou dans lequel après coup tu essayes de prendre un petit peu de hauteur et d'analyser symboliquement parlant tout ce que tu as pu percevoir? Oui, ouais, j'ai des carnets de bord. Enfin, Oui. je dis j'ai des parce que du coup j'en ai plusieurs maintenant au fil du temps. Comme pour les rêves, je note tout. Je note mes rêves et je note aussi toutes mes sorties de corps. Donc toutes mes expériences sont répertoriées dans des carnets. Oui.
Il y a même eu une période où j'écrivais au quotidien ce que je mangeais, Ah oui. mon hygiène de vie, etc., pour voir si ça avait des répercussions sur le fait de faire plus ou moins de sorties de corps, etc. Enfin, bref, j'ai bien tripé à certaines périodes. Et donc, effectivement, quand je fais une sortie de corps, je note exactement tout ce que j'ai vécu. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que quand on sort de notre corps, la conscience est décuplée. Ce qui fait que euh, on se souvient des plus petits détails de sortie de corps qu'on a pu faire dans l'enfance, en fait, tellement la conscience est décuplée à ce moment-là. Et donc, plus la conscience est décuplée, plus la mémoire garde, en fait, se garde et se préserve. Et donc, j'ai mes carnets qui sont avec toutes ces expériences. Et effectivement, je fais des sortes de traductions, comme les rêves, justement. Donc, j'écris mes rêves, je regarde au niveau symbolique ce qu'il y a, si, s'il y a quelque chose qui m'est transmis de l'invisible à travers mes rêves. Et pour les sorties de corps, c'est un petit peu la même chose. Et c'est vrai que des fois, c'est assez troublant parce que je me suis aperçue qu'il y avait quand même toujours un lien entre l'expérience que je vivais dans la sortie de corps et ce que je vivais moi dans ma vie, dans ma psyché en fait. Hmm. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai commencé à faire le lien entre ce qu'on dit, d'ailleurs, ce qu'on appelle sortie de corps, en me disant peut-être qu'en fait, c'est pas une sortie de corps, mais c'est une plongée à l'intérieur. Et là où ça a vraiment commencé aussi à cogiter dans ma tête, c'est que pour les Égyptiens, il n'y a aucune séparation entre l'intérieur et l'extérieur. Donc ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est dedans est comme ce qui est à l'extérieur et inversement. Et pour eux, il y a donc nous, on vit sur le plan terrestre et pour eux, il y a 3 plans qui se superposent. Globalement, il y a le plan terrestre, il y a un plan intermédiaire que les Égyptiens appelaient la douat, et ensuite, il y a le plan céleste. Et ce plan de la douat, ce monde du milieu, pour les Égyptiens, on pourrait dire que c'est à la fois l'au-delà, à la fois le monde des rêves, à la fois l'inconscient, en tout cas, il est relié à l'inconscient collectif et à l'inconscient personnel. Et je pense que dans un premier lieu, quand on sort de notre corps, on arrive sur ce plan intermédiaire de la douat, et après, en fonction de différentes choses, de notre conscience, de notre niveau aussi énergétique, on peut accéder à d'autres plans plus élevés, des plans célestes. Mais pour ça, on va dire qu'il faut avoir débloqué, entre guillemets, un niveau, comme dans les jeux vidéo, Oui. débloquer certains corps, en fait, certains corps énergétiques qui vont permettre d'aller plus loin après. Mais c'est Et, hyper passionnant ce que tu dis là. En fait, c'est comme ouais, si on avait une perception en réalité de ce qui est à l'intérieur de nous, le plus profond à l'intérieur de nous, et qu'on était à la ouais. recherche de ça en réalité. C'est ça, et en fait, ce monde de la douate, il est habité par les archétypes, des divinités, certaines divinités, certains êtres, certaines entités, qui existent à la fois en nous et à la fois à l'extérieur de nous. Et c'est un peu ce que les Égyptiens d'ailleurs disaient, hein, de la divinité. D'ailleurs, le mot divinité en égyptien ancien, ça n'existe pas, c'est le Nedjer. Et Nedjer, ça veut dire l'énergie divine en action, en mouvement, et qui fait partie de la nature et de la nature humaine. Donc en fait, le Nedjer existe à l'extérieur de nous et à l'intérieur de nous en même temps. D'accord. Et donc on peut être en relation donc avec une divinité. Et j'ai eu une expérience très forte. Ça va faire 2 ans au mois de décembre. Là, le 23 décembre, non, le 22 décembre, ça fera 2 ans. Justement, avec une déesse égyptienne. Et dans l'espace, hein, ça c'était, j'étais pas du tout en Égypte ou quoi, hein, ça c'était vraiment dans l'espace. Et, euh, et je pense vraiment maintenant fondamentalement que c'était quelque chose qui s'est fait en moi. Voilà, que j'ai plongé en moi et que l'accès à l'univers tout entier peut se faire de l'intérieur. Aujourd'hui, en tout cas, c'est ce que je pense. Peut-être qu'un jour, je verrai les choses différemment, mais aujourd'hui, c'est vraiment ce que je pense. Est-ce que tu penses déjà qu'il y a un lien, une corrélation avec les rêves, donc l'oniromancie, hein, ce travail des rêves, et le fait aussi que certaines personnes ne se souviennent pas de leurs rêves parce que justement, ils sont encore pas prêts à entrer à l'intérieur de leur propre inconscient en réalité? Alors oui, je pense que
certaines personnes qui n'arrivent pas du tout à se souvenir de leurs rêves, il peut y avoir effectivement Un blocage. une déconnexion, en tout cas, une déconnexion entre le visible et l'invisible. Parce que c'est vrai que souvent, quand on parle de monde invisible, on parle tout de suite des esprits, etc., des fantômes, etc. Mais le premier monde invisible auquel on peut avoir accès, c'est le nôtre. C'est ce qui se passe dans notre inconscient, à l'intérieur de nous, le monde des rêves, etc. Ce sont des mondes invisibles. Et je pense que pour certaines personnes, elles sont déconnectées en fait de ce monde. C'est comme si en fait il y avait un pont qui s'était effondré, qui était rompu, et donc il va falloir petit à petit reconstruire ce pont pour leur redonner accès à leur inconscient. Alors souvent, ça peut être parce qu'il y a des traumas, parce qu'il y a une ombre qui cherche à s'exprimer et que la personne va être euh, bloque parce que c'est trop difficile en fait. Hein. Donc effectivement, oui, je pense qu'il y a vraiment un lien comme ça, ouais. Il y a Phoenix qui pose une question sur le chat. Il dit Iris, avez-vous senti des présences avec vous lors de vos sorties, des rencontres, etc. Oui. Oui. Alors, des présences, oui, très, très souvent. Beaucoup aussi dans ma chambre parce que des fois, je vais avoir des états vibratoires, mais je ne vais pas forcément sortir mon corps. Des fois, j'essaye et puis si c'est un flop. Des fois, ça ne marche pas. J'ai un état vibratoire qui est hyper fort. Je me dis, ouais, c'est bon, alors là, je vais me faire un gros kiff, etc. Et puis, bah non, en fait, je donne l'impulsion, mais non, ça s'arrête. Mais par contre, du coup, dans ces moments-là, il y a la plupart du temps, je suis pas toute seule dans ma chambre, il y a des êtres en fait qui sont là. J'ai même eu une expérience qui était très belle avec un être qui est venu me sortir de mon corps en fait. Il m'a attrapée de manière vraiment très délicate j'allais dire par les mains, mais bon, par les mains de ce corps invisible. Et il m'a légèrement soulevée, il m'avait aidé à sortir de mon corps. Et ça avait été une très, très belle rencontre pleine de douceur et d'amour. Et donc, oui, il y a effectivement des rencontres sur ces autres plans. Donc, de tout type, en fait. Hein. Ça peut être des êtres, je pense, des défunts. Des fois, ça m'arrive et je pense que c'est des défunts que je vois sur des plans qui sont très très proches du nôtre et qui ressemblent vraiment à la Terre, donc avec des maisons, des gens qui sont là, etc., avec qui parfois je parle. Et puis après, par contre, ça peut être aussi sur des plans peut-être plus éloignés, avec des êtres qui sont moins humanoïdes. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle les tunnels ou les portails qui permettent aussi d'accéder à d'autres plans beaucoup plus vite et qui sont un peu comme des tunnels d'accélération et qui ressemblent quand même étrangement à ce que les personnes qui font des expériences de mort imminente racontent. Voilà, des tunnels comme ça où on passe et qui nous permettent d'aller sur d'autres plans. Et après, il y a des êtres exogènes, on pourrait dire, hein, qui vivent ailleurs. Et oui, il y a beaucoup de rencontres. Ouais. C'est merveilleux. J'ai d'autres questions, hein, ça n'arrête pas. Phoenix qui demande si la douate correspond au plan lunaire des alchimistes. Et Elysia qui rebondit en disant mais la douate, c'est pas les enfers des Égyptiens? Alors la douate, c'est pas les enfers des Égyptiens. En fait, il n'y a pas vraiment d'enfer égyptien. C'est-à-dire que le monde de la douate, en fonction de celui qui l'expérimente, ne va pas comme pour les sorties de corps. C'est-à-dire que vous arrivez sur des plans où, en fonction des contenus de votre inconscient, vous n'allez pas vivre les mêmes choses qu'une autre personne qui arriverait sur ce plan-là. Donc en fait, on pourrait dire que l'enfer, quelque part, c'est nous qui le créons. Donc quand on a certaines ombres qui n'ont pas été intégrées, ces ombres peuvent s'exprimer. Donc ça peut être des choses qui vont faire extrêmement peur. Et puis quand elles ont été affrontées, en fait, elles s'épuisent. Il y a vraiment ce truc avec l'ombre qui est très intéressant. Et puis moi, j'ai un parcours un peu particulier justement avec l'ombre. C'est quelque chose qui a été très difficile pour moi. La confrontation avec l'ombre, le travail psychanalytique au départ, etc., ça a été vraiment dur. Et pour le plan des alchimistes, oui, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. D'ailleurs, l'alchimie, a priori, prend ses racines en Égypte.
vraiment où les symboles, les premiers symboles alchimiques se retrouvent sur les temples, notamment sur le temple de Dendera où il y a énormément de symboles d'Athanor, de germes, etc., quoi. Et d'ailleurs, tous les mythes égyptiens sont des mythes qui parlent d'alchimie. L'œuvre au noir, on va le retrouver dans le mythe d'Isis et d'Osiris à travers le démembrement d'Osiris par Seth. Donc Seth qui, on pourrait dire, est l'agent de dissolution qui va permettre aussi la transformation. Donc il y a une véritable tradition alchimique en Égypte. Ouais. Là aussi, un sujet passionnant, les enchanteurs. Hein. On voit que vous avez l'air à fond New Égypte ce soir en même temps. Ça fait un mix entre les deux. Ouais. D'ailleurs, est-ce que tu as une expérience un petit peu comme ça autour des sorties hors du corps qui t'ont emmené en Égypte, qui t'ont fait vivre des expériences un petit peu transcendantes comme ça? Alors, pas directement en Égypte, pas directement dans les temples. J'ai eu quelques expériences dans des endroits qui ressemblaient effectivement à des temples, mais j'ai eu une expérience vraiment, une des plus belles expériences que j'ai vécues en sortie de corps. Qui s'est donc produite, celle dont je vous parlais tout à l'heure, qui s'est produite donc en décembre il y a 2 ans. J'avais eu un choc émotionnel en fait ce jour-là et j'étais vraiment pas bien. Voilà, ça avait vraiment été une journée dure et en fait cette nuit-là, j'ai fait une sortie de corps et je me retrouve donc dans l'espace, à un endroit vraiment complètement noir. Je voyais quelques petites étoiles au fond, mais j'étais pas parce que parfois on peut voir vraiment des galaxies, des nébuleuses où il y a vraiment beaucoup de lumière, beaucoup de couleurs, mais là c'était pas du tout le cas, c'était assez sombre. Et apparaît devant moi en fait une déesse arbre. Et ce sont donc des déesses qu'on retrouve dans la tradition égyptienne, hein, justement les déesses arbres. Et donc apparaît devant moi cette magnifique déesse qui sort de l'arbre et qui me tend son sein, en fait. Et je m'abreuve à son sein et j'ai vécu une expérience extatique et d'unité incroyable euh, avec cette divinité, cette nuit-là, qui a été en fait comme le réconfort d'une mère cosmique, en fait, on pourrait dire. Et c'était vraiment superbe et elle était complètement teintée des symboles et de la culture égyptienne, quoi. C'est comme Enfin, ça de que toute façon, tu... Oui. je l'ai reconnue tout de suite. De toute manière, j'ai su qui c'était instantanément. C'est comme si tu t'étais reconnecté au grand tout, en fait, quelque Ouais, il y avait part. quelque chose comme ça, en tout cas à la mère divine, quoi. Oui. Mm. Eh ben, donc ça va bientôt être l'heure de la pause musicale, mes très chers enchanteurs. On va faire une petite pause. Ça te convient, Ouais, Iris? ouais, Donc très j'ai bien. choisi 2 titres ce soir. Le premier titre, donc, c'est Nothing Else Matters. Je sais pas si tu connais, de Oui, Metallica. oui, C'est la version orchestrale, bien sûr. Et le deuxième morceau, eh bien, c'est du groupe Asylum qui s'appelle Escape. Et là, c'est un petit peu plus épique. Donc, on va, pendant quelques minutes, allez, 5-7 minutes, faire une petite pause. J'ai pas pris de musique égyptienne, mais c'est vrai que j'aurais pu. ouais. Et c'est vrai qu'après, je me suis dit, j'aurais dû t'envoyer, c'était Oui, mais c'est Djivan pas grave. Gasparian, mais c'est pas grave. T'inquiète pas, on aura d'autres émissions hein, pour le faire. Voilà, Il n'y a pas de super. souci. En tout cas, mes très chers enchanteurs, n'hésitez pas à venir sur le chat, notre site, hein, radio officiel, radioantasia.fr. Vous allez dans l'onglet chat, vous mettez votre petit pseudo et là, vous êtes connectés eh bien, avec les auditeurs actuellement connectés. Donc là, ils sont quelques-uns. On leur fait de gros bisous. Donc d'ici quelques minutes, on se retrouve et on commence par Nothing Else Matters. À tout de suite. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Et oui, mes très chers enchanteurs, on se retrouve donc pour la deuxième partie des Murmures de l'étrange et nous sommes toujours avec notre magnifique invité qui est Iris Quentin. Coucou Iris. Coucou, coucou tout le monde.
Bah écoute, je sais pas si tu as eu l'occasion un petit peu de voir les messages sur le chat, mais ça n'arrête pas, ça papote, c'est magnifique. N'hésitez pas les enchanteurs à aller faire un tour sur le chat, à papoter et à échanger. D'ailleurs, on a encore un magnifique message de Phoenix. Alors, Phoenix, tu es aux petits oignons ce soir, moi je peux te le dire. La deuxième partie est vraiment orientée autour du thème de ce soir, qui est le voyage astral. Donc, si vous avez des questions autour de ce thème, on va quand même donner la question à Iris sur... parce qu'on sent que vous êtes quand même habité par l'Égypte ce soir, les enchanteurs. Hein, Iris, je peux te dire, ils sont habités par l'Égypte. Ouais, ça m'étonne pas. Je les comprends. On découvre, nous, sur Antasia. En tout cas, moi, je découvre beaucoup plus l'Égypte. Mais je vois que les enchanteurs qui sont sur Antasia connaissent bien l'Égypte. Ça y va. Donc, la question de Phoenix, qui dit Iris, connaissez-vous le Bardo Thodol, également connu sous le nom de livre des morts tibétains, destiné à aider les âmes dans leur voyage intérieur vers la lumière, avec le concept de ne pas se faire avoir par leurs ombres intérieures. Est-ce qu'on peut le mettre en relation avec le livre des morts égyptiens qui guide les morts? Et dans la douate, c'est cela, car les rites se ressemblent souvent de par le monde. C'est vrai qu'ils se ressemblent. Ouais, et ben oui, complètement. C'est effectivement. Alors le livre des morts égyptiens, en plus le nom égyptien en fait de ce livre entre guillemets qui n'en est pas vraiment un. D'ailleurs, c'est le livre de la sortie au jour. Et je trouve ça très joli justement le fait qu'ils n'emploient pas le terme mort en fait pour les Égyptiens. Leur vision en fait de la mort n'était pas tout à fait la même que pour nous. Donc c'est la sortie au jour et je trouve ça vraiment très beau. Et effectivement, on va retrouver à travers le livre des morts égyptiens la traversée de la douate par la barque de Ra, la barque solaire, durant les 12 heures de la nuit, avec tout un parcours initiatique avec 12 portes qui correspondent donc aux 12 heures, dans lesquelles justement il peut parfois y avoir des sortes de combats d'initiation avec certains démons, entre guillemets, certaines entités qui, effectivement, en tout cas pour moi, correspondent davantage à des ombres intérieures auxquelles on est relié à travers l'inconscient collectif. C'est une bonne définition, bien évidemment, de la réponse. Je vois ça. Bonne fin de soirée à toi aussi, Sylvain. Gros bisous. Alors, j'ai d'autres questions pour toi. Ça, c'est les miennes. Alors, est-ce qu'il y a une différence, justement, quand on parle de voyage astral, est-ce qu'il y a une différence qui peut être reliée à différentes traditions ésotériques, spirituelles, psychologiques ou même neuroscientifiques? Est-ce que tu penses qu'il y a des reliances par rapport à tout ça? Est-ce que tu peux me reformuler la question, s'il te plaît? Alors, en gros, qu'est-ce qu'un voyage astral selon les différentes traditions qui peuvent être ésotériques, psychologiques, spirituelles? Est-ce que tu penses qu'il y a des reliances entre la vision spirituelle, la vision ésotérique ou psychologique? Tout à l'heure, tu nous as parlé justement de psychanalyse. Est-ce qu'il y aurait un lien? Oui, bah justement, voilà, je pense que la sortie hors du corps serait plutôt donc cette plongée à travers notre inconscient, puis l'inconscient collectif, relié donc à ce monde de la douate. Voilà, moi, c'est vraiment la vision que j'ai aujourd'hui. Après, je sais qu'il y a dans les cultures New Age, c'est encore c'est pas vraiment ça, quoi. C'est-à-dire qu'on sort vraiment de notre corps et puis on parcourt les différents univers. Moi, j'ai plutôt l'impression, voilà, que tous ces univers, en fait, on peut y accéder en nous-mêmes, quoi. Et je pense que peut-être qu'un jour, on fera des découvertes justement à ce sujet-là, que les voyages vers d'autres mondes, le fait que parfois on soit visité aussi par d'autres mondes, passe directement par l'intérieur. Et tu penses qu'il y a un côté beaucoup plus... Enfin, que les personnes qui sont beaucoup plus spirituelles y arriveraient mieux? Comme tu as dit tout à l'heure, c'est vrai que c'était un petit peu plus perceptible dans le sens où, quand on est ouvert justement à la médiumnité, ça peut aller plus facilement, tu vois? Ouais, je sais pas, parce que j'ai quand même rencontré des personnes qui ont fait ce genre d'expérience et qui étaient très, très, pas du tout là-dedans, très pragmatiques. Ah ouais.
pas particulièrement avec une ouverture spirituelle et qui, justement, ont vécu aussi des éveils parce elles ont vécu, et ça a été un chamboulement. Hein. D'ailleurs, William Buhlman, dont je parlais tout à l'heure, donc cet Américain qui a écrit sur les sorties de corps, il n'était pas du tout là-dedans. Il avait entendu parler de ça et il s'était dit, si ça existe, je veux vivre ce truc-là, mais il n'y croyait pas vraiment. Et en fait, il a essayé et puis il a réussi. Et puis après, il a consacré toute sa vie à ça. Il a créé un institut aux États-Unis, etc., de recherche. Donc, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir une vie spirituelle intérieure au départ pour vivre ce genre d'expérience. Je pense que si ça doit arriver à un moment dans la vie de quelqu'un, ça arrive. Et puis, effectivement, ça peut provoquer des sortes d'éveil à d'autres réalités, quoi. Par exemple aussi quand tu as des chocs émotionnels, des traumatismes, ça peut venir réveiller justement quelque chose. Oui, je pense. Je pense effectivement que pour certaines personnes, ça peut commencer par un traumatisme. Ouais. D'ailleurs, hein, il y a des personnes qui témoignent en ayant vécu des gros traumas qu'elles se sont dissociées et qu'il y a eu des sorties de corps. Wow, ouais. Et donc, il m'a semblé comprendre en début d'émission que tu as aussi parlé de paralysie. Est-ce que donc, c'est quelque chose que tu as vécu, la paralysie du sommeil ? Ouais, c'est quelque chose que je vis très fréquemment. La paralysie du sommeil, vraiment, c'est pareil, ça fait vraiment partie de ma vie. Et il y a énormément de gens d'ailleurs qui font des paralysies du sommeil. Alors, il y en a pour qui ça va pas plus loin, sauf que la paralysie du sommeil, ça fait partie des prémices en fait de la sortie du corps. Donc, on peut utiliser ce phénomène pour provoquer une sortie de corps et voyager ailleurs. Donc moi, c'est pas du tout maintenant quelque chose qui me fait peur. Quand j'ai une paralysie du sommeil, moi je suis plutôt contente, je me dis cool, je vais pouvoir me barrer. Donc je suis assez contente, mais il y a des gens qui vivent des expériences vraiment un peu traumatiques pendant ces expériences-là parce que il peut y avoir ce qu'on appelle effectivement les attaques qui, pour moi aujourd'hui, pareil, sont des attaques en fait soit du nombre qu'on porte qui a besoin de s'exprimer, soit peut-être à la fois d'ombres collectives ou d'entités en fait qui passent à travers l'inconscient collectif. De par justement le fait que tu fasses un cauchemar et que tu te réveilles en étant complètement paralysé et pas bien et dans un état second, émotionnellement parlant. Ça peut. Moi, j'ai eu une expérience. Alors à l'époque, pareil, je savais pas. Donc avec une autre divinité égyptienne, je ne savais pas à l'époque que c'était une divinité égyptienne, puisque c'était au début justement où je reconnectais avec l'Égypte. J'ai eu une expérience avec Seth, avec le dieu Seth justement, pendant une paralysie du sommeil. Et je me suis retrouvée avec cet être très grand, très, très, très puissant, très fort, avec une tête, je ne comprenais pas, il avait un corps donc humanoïde, très, très, très musclé et une sorte de tête. À l'époque, moi, je l'associais au kangourou. Et je racontais ça à ma mère, parce que avec ma mère, du coup, on parle beaucoup, je raconte toutes mes expériences, elle me raconte les siennes, donc on échange énormément et c'est très enrichissant. J'ai beaucoup de chance pour ça, d'avoir la mère que j'ai. Et donc, je lui dis, en fait, on aurait dit une sorte de kangourou, là, quand ils sont debout et qu'ils sont avec tous leurs muscles et leur tête, on dirait presque un corps d'humain. Et en fait, je me suis aperçue, en voyant une gravure, en fait, d'un temple égyptien, en fait, que c'était Seth que j'avais vu. D'accord. Alors, il y a Robert... Voilà, oui. Excuse-moi. Il y a Robert qui pose une question. Il demande si la sortie du corps pourrait être proche des expériences de mort imminente. Je pense que oui. Oui. Je pense que oui. Je pense que c'est un peu comme une expérience de mort imminente, mais il n'y a pas de... En fait, comme il n'y a pas de mort physique, c'est pas tout à fait en fait les mêmes corps qui vont voyager. Donc il y a quand même je pense qu'il y a une petite différence énergétique, mais que globalement les expériences se ressemblent. Ouais. En fait, comme l'expérience de mort imminente est quelque chose de très brutal, qui arrive vraiment de façon dingue aux gens, les pauvres, quand on y pense, ce qui fait qu'effectivement, peut-être qu'ils, comme tu dis, énergétiquement, ils se retrouvent dans d'autres perceptions qui font que ils sont presque à l'état de mort, quoi.
Ouais, au niveau de ouais, ouais, ouais. Et l'expérience. puis bon, du coup, je pense qu'il y a carrément un détachement avec le corps physique. C'est-à-dire que Mhm. nous, quand on fait une sortie de corps, il y a toujours, alors, il y a dans certaines traditions, on parle de la corde d'argent. Oui, J'ai beaucoup cherché, j'ai pas trouvé, euh, par rapport à la tradition égyptienne, j'ai pas trouvé en fait la corde d'argent, etc. Par contre, euh, j'ai plutôt fait des recherches au niveau des hiéroglyphes, par exemple pour le mot nuque, le mot corde, etc., où j'ai essayé vraiment de faire des liens, où j'ai trouvé des choses assez intéressantes. Mais, euh, mais voilà, le corps physique, a priori, est relié par cette corde d'argent au corps de voyage. Et donc, ce qui permet de pas se perdre, en fait, d'être constamment en fait, rattaché quand même à son corps physique et pouvoir revenir dans son corps. Donc, c'est la différence avec les personnes qui font des expériences de mort imminente où il y a une rupture, en fait, entre le corps énergétique et le corps physique. d'accord. Est-ce que tu as perçu, au moment de tes différentes expériences de sortir du corps, qu'il y avait aussi des similitudes reliées aux phases lunaires? Par exemple, est-ce que tu choisis une phase lunaire ou est-ce que tu as déjà vécu une spécificité suite à une phase lunaire? Non, je ne crois pas. Mais c'est une bonne question. Mais en fait, je crois que j'ai pas vraiment fait de lien avec les phases lunaires. Bon, j'ai pas l'impression que ça ait vraiment d'impact parce que ça peut m'arriver de faire des sorties de corps 3, 4 fois par semaine pendant un mois et demi ou 2 mois. Ah oui, Et puis après, voilà. Et puis après, plus rien pendant plusieurs mois. Donc, j'ai pas l'impression que ce soit particulièrement lié aux phases lunaires. Je sais pas en fait vraiment ce qui. Je pense que mon activité, ma vie intérieure, psychique, spirituelle joue, j'ai l'impression. C'est-à-dire que quand je suis dans des phases plus, par exemple, où je médite plus, donc où je suis plus connectée à ce qui se passe en moi, je vais plus facilement faire des sorties de corps. d'accord. Comme Quand si j'en parle tu... aussi. Ah, quand tu en parles aussi, c'est comme Oui, si ça... Comment dire? Il y avait une ouais, sorte de fusion entre ce que ouais. tu perçois, ce que tu dis et ce qui se passe. C'est fou. Ouais, ça stimule. En fait, souvent, j'ai Oui. remarqué que ça stimule. Et souvent, quand j'en parle, la nuit qui suit, souvent, je fais une sortie de camp. Ah, attention parce que lundi soir, c'est la pleine lune, hein. Ah, en plus. Et elle est en feu, donc Ah ouais. Ah ouais. ça va Ouais. être, ça Ah, va ça être peut être bon pas mal, du coup. pour l'oneirisme, hein, je te le dis. Ça peut Euh, être pas mal. alors les enchanteurs, n'hésitez pas si vous avez des questions hein, pour Iris, hein. Moi, je vais continuer mes petites questions, hein. Alors, comment... Alors ça, c'est une question assez intéressante, mais comment peut-on différencier une expérience de sortir du corps avec eh bien, un rêve? Est-ce que tu vois qu'il y a une différence entre les deux? Ah oui, oui. Bah ouais, complètement. Il y a une énorme différence. Alors déjà, pour moi, la sortie de corps, je crois que c'est Mark O'Byrne aussi, hein, qui est un voyageur hors du corps, bah, que j'avais rencontré aussi d'ailleurs. Euh, il y avait une sorte de séminaire à Bordeaux justement sur les voyageurs du corps avec des gens qui témoignaient, hein, des voyageurs réguliers qui témoignaient. Donc c'était d'ailleurs là où j'avais rencontré Borvo qui a sa chaîne YouTube. Et donc en fait, Mark O'Byrne, ce qu'il dit, c'est que la sortie de corps pour qu'elle soit validée, et j'ai trouvé ça très intéressant et c'est vraiment ce que j'applique aujourd'hui pour moi, hein, pour mes expériences et quand je les note dans mon carnet, c'est que ma sortie de corps, ce qui me valide une sortie de corps, c'est d'être consciente du début à la fin. C'est-à-dire que je vis consciemment toutes les phases de la sortie du corps. Par exemple, si je m'endors et que je me retrouve en sortie de corps, bon, c'est une sortie de corps, mais il peut toujours, bon, ça peut être les rêves lucides, des fois, ça peut être un peu ténu la différence entre les deux. Mais quand je sors de mon corps, il y a tout un, voilà, il y a cet état vibratoire qui commence. Il y a donc le moment où il y a le décrochage du corps éthérique au corps physique. Je me retrouve donc dans ma chambre. Voilà, après, je sors par peu importe hein, le mur, la fenêtre, je m'envole. Et le retour dans mon corps, je suis consciente au moment où je reviens dans mon corps. Donc, je suis consciente du début à la fin. Déjà, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la conscience, elle est décuplée la plupart du temps. Pas toujours, mais la plupart du temps, la conscience est quand même décuplée. Il y a une matière assez étrange que Mark O'Byrne appelle la matière epsilon,
qui est une sorte de matière noire, comme un peu une colle, un peu bizarre, qui parfois, en fait, peut être là dans l'expérience de sortir du corps et peut faire qu'on va avoir au départ du mal à voir, du mal aussi un peu à bouger. Donc ça, c'est encore un autre indice qui, tout de suite, on sait qu'on est en sortie de corps. Et puis après, c'est pas la même teneur, c'est pas la même expérience, c'est pas la même couleur, je pourrais dire. Ça n'a rien à voir avec un rêve. C'est vraiment très, très, très différent du rêve. La sortie de corps, il y a, si vous voulez, c'est comme si ce que vous vivez là dans le réel, bah, la sortie de corps, ça paraît être encore plus réel. C'est plus intense physiquement. Je peux pas vous dire autrement que c'est encore plus réel que le réel. Tout est décuplé. Votre vision, elle est à 300, elle peut être à 360 degrés. Et c'est très difficile à définir et à imaginer comme ça quand on le vit pas. Mais c'est vraiment particulier. C'est vraiment particulier. On est dans un état où il y a plus de corps en fait. Il y a même plus il y a plus réellement de forme. Donc toutes les perceptions que vous pouvez avoir, vous pouvez zoomer et rentrer dans la matière et voir au-delà. Je sais pas si vous visualisez votre main, vous pouvez voir au-delà et rentrer complètement à l'intérieur, quoi. Alors, Même si vous n'avez pas vraiment de main, c'est une représentation de votre main à travers l'énergie en fait de ce corps énergétique. Alors, je perçois totalement ce que tu expliques parce qu'il y a quelques années en arrière, au début de mon cheminement, quand j'ai commencé vraiment à pratiquer, et notamment la méditation et surtout le développement de l'ASMR, c'est surtout ça en fait qui m'a beaucoup fait vivre tout ça. J'ai vécu une sortie hors du corps, mais hallucinante. Et c'est pour ça que j'y crois à mort parce que je l'ai vécu une fois et ça a été tellement transcendant. Tu te retrouves propulsé de ton lit, en fait, complètement. Tu es entre l'endormissement et l'éveil, tu te retrouves propulsé, en tout cas c'était mon expérience, de ton lit, et tu te retrouves dans un train qui avance à 1000 à l'heure, tu ressens le vent dans tes cheveux, tu vois le paysage qui est magnifique, tu entends le bruit du mouvement du train, il y a tout qui est, comme tu dis, qui est décuplé, c'est un truc de fou. Tu sens les odeurs environnantes tout autour de toi. Et par contre, quand mon mari est venu s'allonger pour me rejoindre dans le lit, il m'a frôlé la jambe et bim, je suis revenue instantanément. Ouais. Donc, c'est vrai que ce que tu dis, c'est tellement dingue. Mais je vous le dis, si vous l'avez jamais vécu, tout est décuplé. Mais vraiment, c'est une impression, je sais pas. Et on se dit, mais qu'est-ce qui vient de m'arriver en fait? Ouais, c'est ça. Et toi, tu vis ça tout le temps, souvent. Oui. Ouais. Et ça, c'est magnifique, quoi. Ouais, c'est franchement, c'est une grande chance, ouais. Vraiment, je mesure la chance que j'ai de pouvoir faire ces expériences. Et c'est vrai que j'aimerais bien que tout le monde puisse le vivre. Hein. Au moins une fois. Parce qu'en plus, je pense vraiment que ça te donne une vision du monde qui est tellement différente. C'est même pas une croyance que les mondes invisibles existent en fait. C'est simplement une expérience en fait de ces mondes invisibles. Et le fait aussi de pouvoir ramener ces expériences après dans son corps, ce que ça apporte, ce que ça enseigne, c'est vrai que c'est vraiment fantastique. Et d'ailleurs, ça a beaucoup développé ma médiumnité en fait quand c'est vraiment revenu en force en 2016. Ça a vraiment développé la médiumnité. J'avais déjà cette médiumnité. Hein, j'avais eu déjà des contacts avec des défunts. Mais là, ça a été vraiment. J'ai l'impression que tout s'est accéléré, quoi. Ouais, c'est ça qui est fou. Parce que j'ai l'impression qu'effectivement, en plus, l'année 2016, c'est quand même une année assez particulière. Spirituellement parlant, j'entends. Oui, 2016, c'est une année, effectivement. Il y a eu beaucoup de gens qui se sont éveillés en 2016. Ouais. Alors, on a une question donc de Phoenix qui dit est-ce que le rapport au réel et à la relation à l'autre est modifié par les sorties hors du corps? Ça change quoi dans notre quotidien, en fait? Ta croyance en ce qui existe de l'autre côté?
Oui, je pense que ça change pas mal de choses. Alors déjà, ça change le rapport qu'on a avec la mort. Et ça, c'est quand même pas mal parce que, euh, si tu veux, c'est un peu comme si c'était quelque chose de familier. Voilà, le fait d'avoir ces décrochages du corps physique, d'avoir vraiment l'habitude en fait de vivre ça, ça permet déjà d'avoir quand même vachement moins peur de la mort. Ensuite, avec les autres, alors apparemment, ça je peux pas, c'est les gens en tout cas qui me le disent. Apparemment, quand je fais des sorties de corps, le lendemain, je rayonne un truc apparemment qui est assez particulier et les autres voyageurs que j'avais rencontrés pendant ce séminaire disaient la même chose. Ils disaient qu'effectivement, apparemment, ils rayonnaient quelque chose de particulier le lendemain des expériences. Donc il y a quand même quelque chose qui se passe au niveau énergétique, au niveau de l'aura, quand on vit ce genre d'expérience. Et puis après, il y a aussi les enseignements qu'on ramène dans le corps, euh, les choses qu'on apprend en fait sur d'autres plans et qui effectivement changent notre relation au monde, changent notre perception du monde, notre perception du vivant. Socialement, en tout cas, certaines sorties de corps, quand je reviens dans mon corps, les jours qui suivent, je me sens beaucoup plus reliée aux autres, d'un point de vue aussi de l'amour. Hein. C'est vrai que ça peut paraître un peu gnangnan à dire comme ça, mais vraiment, il y a des expériences qui font, quand je reviens après dans mon corps, les jours qui suivent, je me sens vraiment beaucoup plus reliée aux autres, quoi. Une sorte de fusion intérieure qui s'opère, de donner de l'amour, de recevoir. Ouais. C'est vrai que c'est assez étrange. Après, bon, c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on peut vraiment partager avec tout le monde. Voilà, j'en parle pas. Moi, en plus, j'ai beaucoup d'amis qui sont pas du tout dans le milieu spirituel. Et j'aime bien, justement, avoir aussi. Donc, bon, c'est pas le genre de choses, des sujets que je vais aborder avec eux. Ça peut, avec certains, oui, mais c'est pas grave, en fait. Je me sens plus. Avant, je me sentais un peu à l'écart ou un peu à part ou pas forcément justement en reliance avec les gens qui étaient pas qui ne vivaient pas leur spiritualité, etc. Et maintenant, ça n'a plus aucune importance. Et puis en plus, maintenant, tu assumes quoi. Oui, Ça complètement. aussi. Ouais, complètement. Il y a donc Lysia qui pose une question. Elle dit est-ce que pendant une phase endormie, donc je fais ma journée comme d'habitude, et en fait au moment où je me couche, c'est là que je me réveille en fait. Elle nous dit est-ce que c'est un rêve lucide ou une sortie hors du corps? Je sais pas. Il faudrait plus de détails pour savoir. Moi, c'est vrai que si on me demande est-ce que c'est une sortie hors du corps ou pas une sortie hors du corps, j'ai tendance à dire que c'est une sortie de corps. Si dès le départ, il y a effectivement, par exemple, un état vibratoire ou une paralysie du sommeil ou ce genre de choses, il y a des détails en fait qui font que quand quelqu'un va nous rapporter son expérience, on va pouvoir dire oui, a priori, c'est une sortie hors du corps ou non, a priori, ça ne l'est pas. Mais pour ça, il faut vraiment avoir le récit intégral de l'expérience en fait. À mes yeux, un rêve lucide, c'est que tu es conscient que tu rêves. Tu te dis, mais ça, c'est bizarre, c'est pas normal, tu vois. Comme si tu te trouvais dans un lieu que tu connaissais très bien, ton travail, etc. Et là, tu te dis, mais il y a un truc qui se passe, c'est pas comme d'habitude. Et là, tu te rends compte que tu es en train de rêver, en fait. Pour moi, c'est ça la définition du rêve lucide. Voilà. Donc, comme toi, je pense pareil, je pense par rapport à l'analyse de sa question, Alicia, je pense que c'est plutôt une sortie hors du corps qu'elle a pu faire. Peut-être. Et sinon, Phoenix, il n'y a pas de souci, au contraire, il faut poser plein de questions. Phoenix nous dit désolée, je profite de l'aubaine de la radio pour poser plein de questions. Faut pas hésiter. En tout cas, c'est passionnant comme sujet. On pourrait y passer des heures et des heures, tellement c'est beau. Alors, est-ce qu'il y a des conditions intérieures favorables
sorte d'état d'esprit, un rythme de vie particulier qu'il faut avoir pour pouvoir vraiment commencer à débuter un type d'initiation autour du voyage astral? Est-ce que tu as des conseils? Alors, déjà, je pense que le désir intérieur est hyper important. Oui. Vraiment d'être déterminé, d'avoir ce feu intérieur qui vraiment nous pousse à aller vers ça. J'ai l'impression quand même aussi que écouter des choses sur ce sujet, vraiment, en fait, se nourrir de tout ce qui concerne les sorties de corps, je pense que ça peut vraiment aider. Et puis après, en fait, se mettre une sorte de routine dans laquelle on va soit faire de la méditation pendant la journée, il y a des exercices énergétiques qui peuvent aider. Et puis après, moi, je conseille aux personnes qui veulent vraiment expérimenter ça de mettre un réveil. D'ailleurs, j'ai une de mes amies avec qui est pas du tout là-dedans et bref, on avait eu une discussion et puis elle trouvait ça assez fascinant que j'ai ces expériences et elle me dit mais moi je veux trop faire ça, etc. Et donc je lui dis écoute, si tu veux essayer, tu te mets un réveil à 4h30 du matin, tu te lèves, tu vas faire pipi, tu te recouches, tu t'allonges sur le dos et puis je lui ai donné un exercice énergétique que je pourrais vous donner après. Je lui dis et puis tu vois bien ce qui se passe. Et le soir même c'est ce qu'elle a fait et elle a fait une sortie de corps le soir même. Ah, c'est super ça. Ouais. Premier coup, elle a réussi à sortir de son corps. Et voilà. Alors après, il y a des gens qui vont essayer pendant longtemps et puis il ne se passera rien. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Je pense qu'il y a des personnes effectivement qui sont plus prédisposées à ça. Je pense que plus on est en lien avec notre inconscient et plus il y a de possibilités de faire de sortir du corps, j'ai l'impression. Et puis après, l'hygiène de vie, je sais pas parce que j'ai aussi rencontré Puis moi j'ai eu des périodes aussi où je faisais la fête, où j'aime bien faire la fête, j'aime bien le vin rouge. De temps en temps, j'aime bien fumer des cigarettes quand je fais un apéro avec des amis. Ça n'a jamais empêché de faire des sorties de corps les nuits suivantes. Donc j'ai pas l'impression qu'il y ait une hygiène particulière à avoir d'une alimentation comme ci ou comme ça. Je l'ai cru à un moment, mais maintenant, non. Mais par contre, vraiment de se nourrir d'informations sur la sortie de corps, de lire sur le sujet et de s'exercer, je pense que c'est surtout ça qui va faire la différence. Alors, personnellement, je pense que j'ai pu le faire, parce que moi, ça m'est arrivé qu'une seule fois, mais j'ai pu le faire parce que j'ai développé de mon côté des tas de choses autour de la médiumnité, autour des méditations, développement de la visualisation, du clairsentience, ressentience. Et puis surtout, j'ai aussi développé plein de choses autour des arts magiques depuis 2014. Donc je pense que ça, plus ça, plus ça, c'était le moment, tu vois. Mais c'est arrivé... c'est arrivé comme si, je sais pas, c'est pas voulu, en fait. Hein. Oui, c'est ça. C'est ça qui est fou, en fait. Donc, c'est le après, moi, qui me fait halluciner aussi. Déjà, le vivre une fois, c'est merveilleux, mais se dire que tu peux le faire continuellement, moi, je trouve ça dingue, en fait. C'est juste super, tu vois. Oui. Et c'est pas anodin, et c'est vrai que on a tous envie de le vivre au moins une fois, et c'est juste magnifique de se dire qu'il y a des personnes qui arrivent, pas presque automatiquement, mais c'est pas loin. D'ailleurs, je me disais, est-ce qu'il y aurait peut-être une similitude avec le fait, justement, où tu as une visualisation qui est tellement développée, une sensibilité qui est tellement forte, qu'en règle générale, ça peut surgir comme ça? Peut-être. Moi, mon psychanalyste qui était devenu un peu comme mon maître, on pourrait dire, m'avait dit que c'était peut-être une faculté à être relié à l'inconscient collectif. Il m'avait dit, en fait, tu vas très très loin en fait dans ton inconscient et après, en fait, tu plonges dans l'inconscient collectif. Et ça m'avait interpellée parce que il m'avait dit aussi une fois, il m'avait dit, mais t'as la main. Alors, avoir la main, c'est avoir la faculté de tirer les cartes pour les autres à distance ou quoi. C'est un vieux terme qui était employé avant et c'est vrai qu'on l'emploie plus beaucoup, mais j'aime bien ce terme avoir la main. Et en fait, je m'étais dit, mais peut-être qu'effectivement, il y a un truc de cet ordre-là de connexion avec l'inconscient collectif
qui permet ce passage, en fait, et qui permet d'accéder à ça, peut-être. C'est énorme ce que tu dis. Ouais. Ça veut dire qu'il faut développer tout ce qui est mancie, divination, médiumnité. En tout cas, je pense que oui, je pense que les personnes médiums, en tout cas, vont peut-être avoir plus de facilité à vivre peut-être ce genre de choses, effectivement. Et ce que j'aime beaucoup aussi dans ta perception, c'est que tout à l'heure, tu nous expliquais aussi que c'est comme si, effectivement, on cherchait à retrouver notre intérieur. Ouais. Et c'est vrai, je trouve ça beau, cette manière de penser et de voir, parce qu'on est tous à la quête de quelque chose, en fait. Hein. Quand on s'intéresse au mystère, au sens large, on est à la quête de quelque chose. Mais ce que l'on ne perçoit pas forcément, c'est que cette quête, réellement, eh bien, c'est la quête de notre propre être. Tu vois ? Bien sûr, ouais, complètement. Donc le fait de réussir à vivre ces expériences-là, rentrer à l'intérieur de soi comme ça, c'est juste super beau. On prend conscience de qui on est, de ce qu'on peut faire. C'est vachement magnifique. Ouais, je pense que c'est la quête du soi, en fait. Hein. C'est une forme de quête du divin, de quête de Dieu. Je sais pas réellement parce que je mets pas vraiment les mots de Dieu, en fait, en général, là-dessus. Mais en tout cas, oui, c'est sûr qu'il y a une quête du divin en soi, en fait, hein, de cette connexion. Et j'avais fait une expérience, j'arrive même pas vraiment à la nommer, mais en 2018, j'ai vraiment eu une expérience d'unité dans mon corps. Hein, pour le coup, j'étais pas du tout en sortie de corps, j'étais en retraite dans un ashram, en fait. Et donc, j'ai eu une expérience très, très forte comme ça d'unité, qui s'est traduit d'ailleurs par un fou rire. C'était assez fou et qui m'avait vraiment fait comprendre que que Dieu, ou en tout cas le divin, était vraiment en nous-mêmes. C'était quelque chose à aller connecter en soi et pas du tout à l'extérieur. Et je pense que la sortie de corps à chaque fois me ramène toujours à ça, toujours à oui, tout est là, en fait, tout est à l'intérieur de nous. Ce qui est à l'intérieur comme ce qui est à l'extérieur. Ouais. Dieu existe en nous et à l'extérieur de nous. Ouais. Et alors, ce qui est beau aussi, c'est que suivant les personnes, leurs croyances, leur manière d'être dans leur quotidien, etc., leurs croyances, etc., on ne perçoit pas les mêmes choses quand on part de l'autre côté. Ça, ce serait intéressant aussi d'un petit peu rebondir là-dessus. C'est effectivement, parce que tout à l'heure, on demandait s'il y avait des appétences spécifiques, méthodes de santé, de vie traditionnelle, etc. On peut aussi peut-être percevoir que quand on a des complications émotionnelles, quand on a eu des traumatismes, quand on n'est pas bien psychologiquement parlant et qu'on s'intéresse à ce sujet-là et qu'on veut aller dans ce domaine-là, il peut y avoir des expériences beaucoup plus hard pour ces gens-là. Ouais, parce qu'ils sont beaucoup pas plus dark, ouais. Oui, je pense que de toute manière, l'expérience de la sortie de corps, comme les expériences dans le rêve, vont être teintées par les contenus de notre inconscient. D'autant plus parce que ce monde de la douate, c'est un plan sensible. Alors, il y en a qui disent que c'est un plan consensuel, c'est-à-dire qu'il se crée en fonction des pensées collectives. Et je trouve ça quand même assez intéressant. Et que aussi en fonction de notre inconscient collectif, donc par exemple pour nous occidentaux, on va plus facilement voir des figures religieuses, catholiques, chrétiennes, etc., donc des figures de Jésus, etc. Pour les musulmans, ils vont avoir tout ce qui est relié justement à leur inconscient collectif. Pour les hindouistes, ça va être leur tradition, etc. Et que en fonction de ce à quoi on est relié, les expériences ne seront pas les mêmes. En tout cas, elles seront teintées par la religion à laquelle ils sont reliés, quoi, à ces égrégores. D'accord. Voilà. Et c'est vrai que moi, du coup, mes rêves et certaines expériences hors du corps, elles sont teintées par l'Égypte, du coup. T'as déjà vu des reliances entre tes rêves et justement tes sorties astrales ?
Ouais, il y a certaines choses où j'ai pu faire des liens, effectivement. Ouais. Ouais. Quel- Ben, par exemple, j'avais fait un rêve avant, c'était très peu de temps avant qu'on vienne me proposer justement d'être guide en Égypte. J'avais fait un rêve où j'étais dans une sorte de temple égyptien et bon, je voyais les hiéroglyphes au mur et il y avait une voix désincarnée qui me disait que j'allais emmener donc des gens en Égypte et qui me disait quand tu emmèneras les gens dans ce temple, tu leur montreras tel hiéroglyphe, tu leur montreras ça, etc. Et j'avais fait effectivement une expérience de sortie de corps où j'étais dans une sorte de temple égyptien. C'était pas exactement clair, mais ça ressemblait quand même à un temple égyptien et c'était à peu près à la même période. Donc il y avait quand même un lien entre ces deux trucs-là. Et donc c'est très peu de temps après, on m'a proposé effectivement d'être guide. Et donc je montre les hiéroglyphes en question. C'est ça D'accord. qui est ouf. Et tu vois, la Plein de choses. corrélation, c'est Ouais, fou. Hein. Il y a un ouais, côté psychique quand même, quelque part. Hein. ouais. Psychologique. Ouais. Et ouais, c'est dans le temple de Dendera. Donc, le temple d'Hathor à Dendera où je montre certaines choses. Et il y a une reliance aussi avec les croyances personnelles. C'est Bah beau. ouais, mais alors pour le coup, ce qui est étonnant, c'est que moi, bon, j'avais pas particulièrement de croyances en lien avec l'Égypte au départ, quoi. Oui. Donc, c'est ça qui est assez, euh, pas perturbant, mais qui est quand même assez étonnant, quoi. Par contre, est-ce que tu penses que ces expériences comme ça, un petit peu oniriques, sortir du corps, voyage astral, rêve, peuvent avoir effectivement une valeur si forte en développement personnel que ça peut remettre en cause l'intégralité de ta vie en réalité ou pas? Je pense que oui. Ouais. Dans le Ouais, bon ouais. sens, Bah, je pense ça que ça dépend. dépend. Je pense qu'il y a des personnes qui, au départ, ont une vie très pragmatique et qui sont entourées de personnes qui n'ont pas d'ouverture spirituelle et qui se retrouvent à faire des sorties de corps et donc qui sont d'un coup c'est un éveil, hein, c'est une ouverture sur une autre vision du monde et de la vie, ben se retrouvent dans leur quotidien à être entourés par des personnes qui n'ont absolument pas cette ouverture. Ça doit être compliqué quand même. Ça doit vraiment chambouler complètement la vie, la perception, enfin tout quoi. Ce qui fut ton cas, Euh, par étapes. oui et non, c'est-à-dire que j'ai beaucoup tu à une époque de ma vie ce que je vivais intérieurement, d'autant plus que j'ai eu des expériences, notamment une qui a été assez perturbante avec ce qu'on appelle les gris. Oui. Voilà. J'ai eu une expérience de ce type-là il y a quand même pas mal d'années maintenant. Donc ça, c'est le genre de truc, à part ma mère, j'en ai pas parlé. À l'époque, en tout cas, la personne avec qui j'étais, non, j'en ai absolument pas parlé. Donc il y a beaucoup de choses comme ça à l'époque dont je parlais pas. Donc bon, je vivais mon truc de mon côté et puis voilà. Et puis par contre, bon, maintenant je suis avec quelqu'un d'autre depuis longtemps maintenant. Hein, ça fait une dizaine d'années que je partage ma vie donc avec quelqu'un d'autre. J'ai tout de suite, dès la rencontre, j'ai dit voilà, moi je vis ça. Ah oui. Is it a problem for you or not? T'as Voilà, mis carte sur table, comme on dit. ouais, ouais, ouais. Ah oui, oui, parce que de toute façon, et puis en plus, surtout, c'était tellement prégnant euh, au moment de la rencontre que je me suis dit là, il faut que je la joue franco parce que sinon, c'est pas possible, en fait. Si c'est quelqu'un qui n'a pas cette ouverture, qui n'est pas capable je dis pas forcément que je demande à la personne d'y croire, de pas, enfin, Mm. c'est pas tant le problème, mais en tout cas, quelqu'un qui n'a pas de jugement et puis qui va écouter et qui voilà, qui va accueillir ce truc-là sans juger. Voilà. Et c'est bon, pour le coup, ça a été le cas. Et heureusement, parce que le pauvre, sinon, ce serait compliqué quand même. C'est Et des fois, clair. le matin, je me réveille et je lui dis, ah, cette nuit, il m'est arrivé ça, j'ai fait une sortie de corps cette nuit, il y a eu ça, c'était un truc de dingue. Ce serait un peu compliqué. Et justement, est-ce que il existe des lieux en fait récurrents quand tu sors de ton corps? Est-ce que tu vas toujours dans les mêmes endroits, à plusieurs
perception, des points de passage? Alors, oui, enfin, disons qu'il n'y a pas vraiment de lieu, genre une maison, c'est tout le temps exactement la même, etc. Moi, j'ai pas trop ça, mais je connais des personnes qui ont ça, mais moi, c'est pas le cas. Par contre, l'espace, c'est un endroit où je vais très très souvent. Je visite l'espace. Je me suis retrouvée face à un trou noir. La Terre, en fait, vue depuis l'espace, les pôles, etc. Donc ça, c'est des trucs, c'est assez souvent. Voilà. Des fois, c'est des sorties de corps où je vais pas faire de rencontres ou quoi, mais juste, en fait, je voyage dans l'espace, je vois des nébuleuses, c'est extraordinaire. Par contre, il y a un truc, c'est les tunnels dont je parlais tout à l'heure. Chez moi, quand je fais mes sorties de corps, il y a un endroit de ma maison, quand je suis en sortie de corps, si j'y vais, il y a toujours un tunnel à cet endroit-là. Donc je sais qu'il y a une sorte de puits tellurique, on pourrait dire. Je ne sais pas exactement comment l'appeler, mais il est toujours au même endroit de ma maison. Et donc, en fonction des endroits dans lesquels je sors de ma maison quand je suis en sortie de corps, donc si par exemple là je suis dans mon bureau, il est juste derrière la fenêtre ce tunnel. Donc si je sors là, je vais avoir le tunnel. Si je sors par le salon, je vais avoir encore je vais accéder en fait à d'autres endroits, d'autres plans qui vont par exemple ressembler plus à des villes futuristes. Si je sors encore à un autre endroit de la maison, je vais accéder plutôt à des endroits qui sont très proches du plan terrestre. Et donc j'ai remarqué ça quand même autour de chez moi. Ah ouais. Donc c'est pas quelque chose qui te perturbe en te disant waouh, il y a quand même ce lieu? Non? Non, ça me perturbe pas parce que je pense que c'est par habitude en fait. D'accord. Voilà, je sais qu'il y a ce puits là, ce tunnel, il est derrière la fenêtre de mon bureau. Voilà, il est là quoi. Je sais que si j'ai besoin, si je veux l'emprunter pour aller à un endroit, je le prends. Ah ouais, c'est un petit peu comme un véhicule. C'est un peu, je dis, c'est Ouais, Stargate. c'est ça. C'est ça, c'est la porte des étoiles. Alors, une autre question que je voulais te poser, est-ce qu'on peut se perdre dans les plans subtils comme on peut se perdre dans nos pensées, par exemple? J'ai pas l'impression, moi, ça m'est jamais arrivé. Oui. Ça m'est déjà arrivé d'être bloquée à des endroits, mais après, on revient dans le corps et puis c'est tout, quoi. Mais je me suis jamais perdue. Les Égyptiens, pour eux, ils disaient que ce corps qu'habite, donc ce corps d'ombre, en fait, c'est un peu comme s'il contenait ou comme si son essence, c'était d'être une sorte de boussole, en fait, qui permet de ne jamais se perdre. Ah, c'est pas mal. Ouais, donc voilà, il n'y a pas... non, je me suis jamais perdue. D'accord. Alors, une autre question que je me posais, en fait, est-ce qu'à à tes yeux, c'est davantage une expérience utile pour faire évoluer ta vie ou plus une expérience transformatrice pour élever ta conscience et ton âme? Je pense que c'est un peu les deux. Oui. Pour élever la conscience et l'âme, c'est quand même lent. Oui. Des fois, je me dis, purée, c'est lent quand même. Mais utile, en fait, je trouve que c'est utile dans le sens où si toutes les personnes qui faisaient ce genre d'expérience en parlaient et le partageaient, je pense que ça permettrait quand même d'ouvrir les consciences. Il y a d'ailleurs l'Institut ISNOE en Suisse, qui est donc un institut scientifique d'études des expériences de conscience modifiée, notamment des sorties hors du corps, qui est un institut scientifique sérieux, qui travaille en plus, qui fait des protocoles avec le CNRS. C'est vraiment un truc sérieux qui étudie ces phénomènes-là. Et donc, je pense que ça permettra, en tout cas peut-être à un moment, effectivement, de faire évoluer les consciences et de rouvrir les gens aussi à l'invisible. Parce que nous, en France, c'est terrible, mais vous allez au Japon, les Japonais, l'invisible est partout. L'invisible fait vraiment partie de leur culture. Il y a des sortes de chamans partout, ils sont reconnus. Les Japonais, dans certains villages, ils tiennent les allées propres. Tous les matins, ils balayent, chaque personne balaye devant sa porte pour pouvoir faciliter le passage des esprits.
Il y a des maisons aux esprits, on fait des offrandes aux esprits partout. Il y a une véritable ouverture en fait sur l'invisible. Et c'est vrai que nous, en France, il y a une telle fermeture quand on dit que soit qu'on croit en Dieu ou en tout cas qu'on a une vie spirituelle intérieure, soit on fait partie d'une secte, soit on est perché, soit en fait c'est presque comme si ça nous décrédibilisait aux yeux des gens. Mais qu'on est un peu zinzin, quoi. Ouais, et je pense que ces expériences de sortie de corps permettraient vraiment d'ouvrir les consciences. Parce que si toutes les personnes vivaient ça, ou si les personnes, en tout cas, qui sont vraiment dans une vie très pragmatique, partageaient le fait que ces personnes vivent aussi ce genre d'expérience, je pense que ça permettrait vraiment d'ouvrir les consciences. Mais en même temps, alors moi, c'est mon avis personnel, hein, mon ressenti quand je l'ai vécu, je me suis dit, waouh, si ça existe, mais alors il y a quoi d'autre qui existe en fait, hein. Ça veut dire que tout est possible en réalité. Ouais. Donc c'est un peu flippant quand même. C'est vrai. C'est vrai, et d'ailleurs, moi, c'est un truc sur lequel j'essaie de pas trop aller trop loin dans cette réflexion. Oui, tu vis le moment présent, quoi. Ouais, parce que je me suis fait cette réflexion de me dire, putain, mais en fait, j'ai aussi eu des témoignages de personnes qui avaient vécu des trucs assez troublants en lien avec l'ombre, justement, des propositions de contrat avec l'ombre, voilà, des trucs comme ça. J'ai moi-même eu une expérience un peu de ce type-là, et je me dis, si ça existe, le fait d'entendre qu'il y a d'autres personnes qui ont vécu ça, c'est vrai que ça ouvre un peu à des trucs dans lesquels j'ai pas du tout envie d'aller. Tout ce qui va être en plus conspirationniste, entre guillemets. La boîte de Pandore, quoi. Voilà, exactement, c'est ça. Et donc voilà, je vis mes expériences, j'essaie de faire des liens avec la tradition égyptienne. Donc voilà, j'ai écrit des articles d'ailleurs, je crois qu'ils doivent être sur Facebook, mais j'ai des vidéos sur ma chaîne YouTube sur ce sujet-là où j'en parle. Donc de liens entre sortie de corps et la tradition égyptienne. Est-ce que les Égyptiens faisaient des sorties de corps? Est-ce que le monde de la douate, justement, c'est pas ce monde de l'astral? Et voilà. Et après, parfois, j'en tire pas vraiment des conclusions. J'essaie de faire des liens et puis j'essaie de garder toujours l'esprit ouvert pour pas m'enfermer dans un truc, dans une croyance et me dire, ah, mais ça, c'est ça. Mais de simplement le vivre vraiment comme une expérience. Une expérience de vie et puis enrichissante. Eh bien, ma très chère Iris, c'est presque la fin de l'émission. Avant qu'on ne se laisse, j'ai une question. Je l'appelle la question magique. J'en parle pas toujours aux invités, hein. Des fois, c'est la surprise. Donc là, Iris ne sait pas du tout de quoi je parle. Je vais donc te poser une question, Iris. Imagine que tu peux rencontrer ton enfant, l'enfant que tu as été par le passé, que tu peux la rencontrer. Qu'est-ce que tu lui dirais? Waouh. En tant que Iris adulte. Je dirais ce que mon grand-père m'a dit après sa mort. Je lui dirais, ne t'inquiète pas, tout va se faire naturellement. Waouh. Voilà. C'est magnifique parce qu'à chaque fois que j'invite justement des intervenants pour différents motifs d'émission et que je leur pose cette question, je trouve que ça clôture vachement bien tout ce qu'on a entendu pendant ces 2 heures te concernant, ton univers, ta vision des choses. Et là, on voit vraiment qu'il y a une appétence autour justement déjà de la famille, des défunts, vivants, morts, tout ça. Donc il y a vraiment un lien aussi avec les ancêtres, bien sûr. Une appartenance avec ce que tu as pu aussi percevoir étant enfant, tu grandis, t'évolues. C'est vachement touchant, je trouve. Merci beaucoup. Vraiment. Écoute, merci. J'ai adoré cette question en plus et j'ai adoré participer à l'émission. Toutes les questions, merci beaucoup à toutes les personnes qui étaient présentes. Oui, merci à toi d'avoir accepté d'être venu parmi nous ce soir. On te retrouvera très bientôt pour justement une émission. Alors par contre, un voyage au cœur de la divination. On parlera de tasséomancie, parce que c'est vraiment un art qui n'est pas beaucoup développé, je trouve. Alors que c'est vraiment passionnant quand on te voit faire. Puis en plus, alors, n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube d'Iris, les chroniques du tarot.
Elle a également un site officiel qui est leschroniquesdutarot.fr. Tu as également une page Instagram, Les Chroniques du Tarot. Donc, je vais laisser les liens pour les enchanteurs sur le chat. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site d'Iris. Et on va te retrouver très, très, très bientôt. Merci beaucoup. Si vous avez raté cette émission, elle sera en rediffusion donc vendredi prochain entre 21h et 23h et ensuite accessible bien évidemment si vous avez un petit don de Tipeee, vous avez l'intégralité de l'émission en audio. Voilà. Donc on te fait plein de gros bisous ma chère Iris. Oui, moi aussi, gros bisous à toi et à tout le monde. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia.